Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un bon film de Sorrentino que ça me fait poser la question de si j'étais dans l'erreur. J'ai sincèrement apprécié alors que je ne suis pas une grande fan des films contemplatifs puisque j'ai un cerveau de TikTok. Les deux gamins sont géniaux. Ils bouffent trop de sucre, ils vomissent dans la voiture. Ça marche sur moi ce type d'humour. J'ai l'impression qu'elle essaye de faire des beaux plans composés parce que ça fait des beaux tableaux, plus que de me raconter vraiment quelque chose. J'avais peur du côté l'artiste maudit et je trouve que c'est pas ça parce qu'il y a des choses très concrètes qui nous ramènent dans le quotidien. Je sauve un film pour 20 minutes et c'est peut-être du nivellement par le bas. Je dirais pas que c'est du nivellement par le bas, c'est ta sensibilité, c'est très bien. Je te remercie Laurent. La réalité c'est que... Où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Cette semaine, la cinéaste américaine Kelly Richard signe The Mastermind, le portrait d'un père de famille étranglé financièrement qui bascule en braqueur amateur et entame une cavale. L'occasion pour nous, les lascars de la Perche, de se demander en focus du jour si le film de Casse banalise le crime. Autre forme de débrouille, chez Valérie Donzelli, c'est Bastien Bouillon qui découvre la pauvreté dans À pied d'œuvre, où il doit enchaîner les jobs précaires pour assumer ses rêves d'écriture. Grand habitué des hold-up en festival, Paolo Sorrentino est de retour avec la Grazia présentée à la Mostra de Venise, où il confronte un président en fin de mandat à la solitude du pouvoir. S'il s'agit ici d'un chef d'État fictionnel, le réalisateur irakien Hassan Hadi s'empare lui d'une figure bien réelle avec un gâteau pour le président qui voit la jeune Lamia, 9 ans, chargée de confectionner un gâteau pour célébrer l'anniversaire de Saddam Hussein. Et en fin d'émission, carte blanche aux voyous de la bande des perchés, Valentin qui nous parlera du collectif argentin El Pampero. Silence, moteur, la perche est dans le cadre mais on s'en fout, on fait de la radio. Action. Et bonjour à tout le monde, c'est toi Laurent qui réalise l'émission en l'absence de Yuri. Oui, c'est ça, bonsoir. Bonsoir. Salut Alban, Valentin, Rita, Félix, Manon. Et on va commencer tout de suite avec le courrier des perchés. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela me plaît ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et Félix, qui nous a écrit cette semaine ? On a eu 2 retours essentiellement. Enfin, il y a Claudine qui nous a reproché de pas avoir parlé de la Grazia, mais c'est chose faite dans cet épisode. On peut pas voir tous les films tout le temps. On a quelqu'un. En fait, on a eu pas mal de retours assez injurieux et négatifs sur Gourou. Donc, je vais pas vous les lire, évidemment. J'en lis juste un parce qu'il me fait marrer. Bon, alors faire une analyse de Gourou sans visiblement aucune connaissance de base en psychologie, ça fait complètement passer à côté du film. C'est vrai. Effectivement, je pense que il faut que je reprenne des études de psychologie pour comprendre la subtilité du personnage de Pierre Ninet. Mais déjà, comment il sait qu'aucun d'entre nous n'est psychologue, premièrement, et ensuite... Valentin a dit un truc que je trouvais très juste, à savoir à partir de maintenant, si on n'a pas fait le métier qu'exerce le personnage dans le film, on s'abstiendra. Et donc non, mais on s'abstiendra d'aller le voir. Oui, c'est-à-dire voilà. que vraiment, et donc on va voir des films vraiment extrêmement ennuyants, voire pas de film en fait, parce que du coup Valentin va devenir chef de la mafia pour parler du parrain typiquement. Là, quelqu'un a fait un braquage ici autour de la table parce qu'on va peut-être devoir annuler le focus. Alors, je peux pas Félix il a fait un braquage, mais je dirais pas lequel. Ok. Et ensuite, on a eu le petit accent qui s'est immiscé là. On a eu un deuxième retour qui est assez intéressant et qui en plus s'empile sur un retour précédent qu'on a eu d'un auditeur concernant un focus sur le cinéma français. Bonjour, je vous remercie pour votre podcast que j'ai découvert récemment et que j'écoute maintenant chaque semaine. Merci beaucoup. J'apprécie votre ton et le format. Je vous écris pour appuyer la demande de l'auditrice dont vous avez lu le message cette semaine, enfin du coup la semaine dernière. Une réhabilitation pour le cinéma français, s'il vous plaît. J'en ai marre des jugements rapides et réducteurs qu'on entend trop souvent et qui nient la diversité et la richesse de la production cinématographique française. À ce propos, c'est dommage d'avoir confié le sujet sur les Césars à quelqu'un qui déclare « J'en ai rien à foutre de ces films ». Rien de personnel contre Rita, dont j'apprécie le regard critique. C'est simplement que sur ce sujet-là, juste après la demande de l'auditrice, c'était malvenu. Bonne continuation. Et Rita... Qu'as-tu à nous dire ? T'es malade, déjà personne ne m'a prévu que j'allais devoir lui répondre. Déjà, je trouve que c'est toujours bien les gens qui commencent leur message par rien contre elle, mais parce que généralement ça va être un truc assez voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un message qui est méchant, mais je trouve que c'est ne pas nous écouter et peut-être que c'est quelqu'un qui nous découvre récemment, mais en réalité on parle quand même très souvent de cinéma français dans toute sa diversité et dans ce qu'il a de très bien, de moins bien et de très moyen. Et je pense que c'est assez dommage et assez réducteur justement de penser que déjà ça c'était une blague en l'occurrence quand je dis que j'en avais rien à foutre. Je pense que je suis une des personnes les plus intenses avec la saison des cérémonies et notamment les Césars. Oh oui. Enfin, je regarde ça de très près et je trouve ça extrêmement dommage que les Césars justement soient réducteurs et ne nomment que des films qui rentrent un peu dans la même typologie de drame. Et au contraire, on s'est un peu félicité du fait que des films comme Un ours dans le Jura, qui est une comédie, soient nommés. Chaque année, quand il y a un truc qui sort un peu de la norme, on est très content.
quand le cinéma français s'intéresse au cinéma français et pas juste aux mêmes 5 personnes et aux mêmes 5 types de films, quoi. Et en vrai, la réponse principale, c'est écoutez-nous, parce que on en parle souvent et on a des grands défenseurs et des grandes défenseuses de cinéma français autour de cette table, je pense. Et j'ajoute à ça qu'on fera un focus en plus sur les Césars comme on avait fait l'an passé. Une fois qu'il y a les récompenses qui ont été attribuées, on fait un épisode un peu spécial dans lequel on discute de ces récompenses. Donc voilà, pour entendre parler de cinéma français. On sera là. Et juste dans notre bocal, on a quand même une grande affiche de Arco, une grande affiche de La Petite Dernière, ce qui démontre qu'on est quand même un petit peu intéressé par le cinéma français quand même. Et j'espère qu'Arco gagnera plein de prix. Il n'y a pas des gens qui nous ont dit qu'on était des cons et qu'on n'avait pas que les films qu'on avait mis derrière nous c'était de la merde? Ah si, mais ça du coup j'ai... Du coup on va pas le citer. De quoi? Du coup on va pas le citer. Parce que je ne le cite pas. D'accord. Mais il a mauvais goût. Surtout que ça finit par sale gauchiste, donc je me suis un peu dit socialope, enfin bon, tu vois les trucs. C'est bon signe. De quoi? C'est bon signe quand on te traite de sale gauchiste, c'est-à-dire que t'as fait le travail correctement. Bon, on enchaîne avec le box-office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces 4 quoi. Laurent, comme t'es le plus gauchiste d'entre nous, tu vas nous parler chiffres. Le dites pas à ma mère, sinon je vais me faire déshériter. Et ça commence, malheureusement, les gens ne nous écoutent pas, par Gourou, le dernier film de Yann Gozlan, qui fait 711 000 entrées quand même pour une première semaine, ce qui est une belle, ce qui est un gros, belle perf, une belle perf, parce qu'avec une grosse moyenne par copie quand même. Donc il y a 700 000 psychologues qui sont allés voir le film. C'est quand même assez extraordinaire. En tout cas, les 700 000, toute la profession. Mais le matraquage publicitaire, ça fonctionne. La semaine avant, Pierre Ninet était partout. J'ai même fait un TikTok d'une meuf qui disait oui, Pierre Ninet, j'irai voir ton film, laisse-moi tranquille. Oui, on aurait peut-être dû. Il aurait peut-être dû nous laisser tranquille. En deuxième place, vraiment l'indétrônable La Femme de ménage, qui fait encore 245 000 entrées pour un cumul à plus de 4 millions. C'est Yuri qui va en boucle. C'est quand même c'est pour ça qu'il est pas là. C'est quand même un gros délire. Il y a encore des gens qui vont vraiment voir ce film. C'est un vrai carton. Les gens vont quand même plutôt au cinéma parce qu'on a quand même des films qui marchent plutôt bien. Avatar en troisième place avec 220 000 entrées encore pour sa 7e semaine d'exploitation, qui fait quand même 8,4 millions, ce qui est assez costaud. Toujours une grosse moyenne par copie. Les gens continuent à venir. En 4 et en 5, il y a L'Affaire Bojarski et Le Mage du Kremlin qui font 212 et 165 000 pour des cumuls à 857 000 et presque 500 000 pour Le Mage du Kremlin. Encore une fois, alors moins 50% pour Le Mage du Kremlin, donc le bouche à oreille doit pas si bien marcher, mais ça reste quand même des performances qui sont pas mal. Bon, même si Le Mage du Kremlin c'est un budget à 20 millions, donc c'est quand même un peu plus compliqué. Mais ouais, les gens vont un peu au cinéma, ce qui est bien. C'est un peu dommage qu'ils aillent voir L'Affaire Bojarski par exemple. Oui, qui a fait 1 million quand même. J'ai quand même, moi, depuis le début de l'année, entre L'Affaire Bojarski, Gourou, effectivement, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de films qui vont être dans mon flop et pas encore beaucoup de films qui vont être dans mon top. Oui, Rita? Non, Félix. Moi, j'ai vu passer, effectivement, je crois que c'est un des meilleurs mois de janvier de ces 20 dernières années, il me semble, pour le box-office. Donc, on est passé, genre, du pire mois au meilleur, un peu en 2 semaines. Comme quoi, en fait, il suffit qu'il y ait des films qui cartonnent, quoi. C'est qu'il y a des films que les gens ont envie de voir, ouais. Et par rapport à la qualité des films, Elisabeth, que tu disais, alors c'est moins le cas en France, mais aux États-Unis, on parle de Dumpuary, donc le mois de janvier où tu jettes les choses. C'est généralement le moment où les studios sortent les films dans lesquels ils ont le moins confiance, ni pour faire du box-office, ni pour être des succès critiques. Et en France, ça suit aussi le pas parce qu'en fait, les films bien, entre gros guillemets, en tout cas, auxquels les gens pensent qu'ils vont être nommés pour des prix, ils sortent en fin d'année pour être éligibles. Là, les films ont tendance à être oubliés d'ici la fin de l'année. Et les gens... Ils sont éligibles, mais les gens les ont oubliés. C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on se retrouve souvent avec des films où on se dit, bah, il y a moins de concurrence en janvier généralement, et c'est le moment où tu peux sortir ton épingle du jeu. Il y a moins d'autoroutes que quand, enfin, il y a plus d'autoroutes que quand il y a Avatar et Zootopia en face, ou quand il y a les Marvel en été, ou à la rentrée, où c'est comme à la rentrée littéraire, t'as tous les films qui arrivent des festivals. Donc janvier, généralement, c'est un peu un mois, j'ai pris n'importe quoi. Bah là, Zootopie 2 fait encore 140 000 entrées en 10e semaine d'exploitation. Il arrive à 8,3 millions. C'est Avatar ou lui, là, le premier? C'est Avatar qui est devant, mais il est en train de quasiment rattraper Avatar, quoi. Enfin, c'est un délire. On peut parler aussi rapidement de Baise en ville qui fait quand même 43 000 entrées sur une première semaine. Chouette. Ce qui est pas mal pour un petit film. Il a une plutôt bonne moyenne par copie parce qu'il est pas super bien distribué malheureusement. Donc voilà, on vous encourage à le voir parce qu'on a bien aimé. Ouais, on vous en a dit beaucoup de bien. La semaine dernière, oui Félix. Non mais il y a eu juste une petite news.
Ah, on ajoute une petite news de dernière minute. Vous avez l'air de pas d'accord sur s'il y a une news. Ah oui, pardon. Rita. Non mais tous les deux, on dirait le Muppet Show depuis tout à l'heure. Tic et tac, quoi. En gros, alors il y a un YouTuber qui s'appelle Markiplier, c'est son nom sur YouTube, qui a aujourd'hui, je pense, la petite quarantaine, mais donc ça fait bien 15-20 ans, genre c'est un des premiers YouTubers gros américains, et qui ça fait 3 ans qu'il a pour projet d'adapter un jeu vidéo qui s'appelle Iron Lung, je crois, où en fait, je connais absolument pas le jeu vidéo et je n'ai jamais regardé Markiplier, mais c'est un mec qui a 50 millions d'abonnés, hein, c'est comme la génération PewDiePie, peut-être que vous connaissez plutôt ça. Et ce mec-là, ça fait 3 ans qu'il dit qu'il va adapter le film à ses abonnés, il a fait une espèce de crowdfunding, il a fait de levées de fonds de son propre côté. Le film coûte, il me semble, genre 3 millions de dollars, ce qui est très faible évidemment, et c'est une adaptation qui est quand même un film de genre. C'est dans un sous-marin qui est dans une mer de sang, donc ça a coûté beaucoup d'argent, notamment en post-production, etc. Il a financé ça entièrement seul, et il a surtout distribué seul le film avec un modèle où en fait il demandait à ses abonnés d'appeler les cinémas pour leur dire que il y a ce film-là qui va sortir, est-ce que vous pouvez le programmer dans mon ciné de quartier, machin, j'ai envie d'aller le découvrir. Et le film a fait 18 millions de dollars sur son premier week-end, ce qui est une folie. Enfin, vraiment, en termes d'échelle, j'essaie de trouver une échelle, parce qu'en France, on parle pas en box-office argenté, mais c'est argenté. C'est comme si... je sais pas, il a fait peut-être 2 millions d'entrées, un truc comme ça. Enfin... voilà, ce que j'allais dire, c'est comme si, en vrai, c'est comme si Cyprien, qui avec le statut de Cyprien d'aujourd'hui, genre tout le monde sait à peu près qui c'est, mais en vrai qui regarde encore Cyprien, quoi, mais que Cyprien continue à faire ses vidéos, et qu'un jour il sortait un film complètement indépendamment au cinéma, et que en un week-end il faisait 2 millions d'entrées. Sur l'échelle de la France peut-être moins, mais il fait 700 000 ou voilà, mais ça serait déjà une zinzinerie, sachant que du coup c'est vraiment un truc qui est basé sur entièrement lui tout seul qui a sorti ça avec c'est lui l'acteur principal, je crois. Il a réalisé le film, il a écrit le film. Bon, le film est de qualité voilà, coup-ci coup-ça, mais c'est déjà une folie que ça existe, et donc il y a des discussions pour qu'il sorte en France, mais donc il a pas de distributeur. Comment tu sais qu'il est coup-ci coup-ça, parce que vu le pitch, tu l'as pas vu, quoi, clairement. Déjà, calme-toi. Non, mais en tout cas, les retours critiques et publics sont de dire que c'est les gens qui aiment le jeu, en revanche, aiment beaucoup le film. Ouais. Et en fait, donc c'est assez impressionnant, parce que vu qu'il a fait ça tout seul, en fait, le film a coûté 3 millions, donc là, il s'est fait 15 millions en un week-end, quoi, pour sa poche. Bah, respect. Ouais, tant mieux pour lui. Il a pas déjà remboursé, du coup? Ah ben non, parce que ah non, c'est pas pourquoi rembourser. Bah, de son budget, enfin je veux dire. Oui, bah si, c'est remboursé, enfin du coup. Okay. C'est ça. Voilà. Et bah écoute, tant mieux pour lui, et c'est un modèle assez rigolo. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est une première fois dans le cinéma américain qu'un film comme ça indépendant, parce que il y a le film de Sam Raimi qui est sorti au même moment, qui sort la semaine prochaine chez nous, Send Help, et ils étaient vraiment au coude à coude pour prendre le box-office. C'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Parce que des mecs indépendants qui ont sorti des films avec leur propre argent, il y a The Room, ça a pas fait le même. Oui, voilà, ça fait pas le même succès. Et ben on espère qu'il arrivera en France pour pouvoir le découvrir et peut-être rediscuter de ce modèle à ce moment-là. Le premier film dont on débat aujourd'hui, c'est À pied d'œuvre de Valérie Donzelli. Bande-annonce. Écoute Paul, tes livres ont un vrai succès d'estime. Mais on va pas se mentir, les ventes sont décevantes. Moi aujourd'hui, j'attends de toi ton grand roman. Et tes enfants, ça va? Ça te dérange pas qu'ils partent si loin? À pied d'œuvre raconte l'histoire vraie d'un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l'écriture et découvre la pauvreté. Manon, c'est le nouveau film de Valérie Donzelli qu'on connaît pour La guerre est déclarée, ou plus récemment L'amour et les forêts. Et c'est l'adaptation surtout de l'autobiographie du mec dont ça raconte la vie, qui s'appelle Franck Courtès. Est-ce que donc tu as été découvrir À pied d'œuvre, déjà beaucoup de Bastien Bouillon ces derniers temps? C'est dingue. Oui, beaucoup de Bastien Bouillon. Bastien Bouillon qui est un peu moyennement bien casté là-dedans. Enfin, sa performance est très bien, mais c'est ce qu'on disait avec Alban. Quand même, il y a un problème de crédibilité du personnage du point de vue des âges. Mais bon, bref, on y reviendra. Est-ce qu'il est censé être beaucoup plus jeune que ça, c'est ça? En fait, l'auteur est beaucoup plus âgé. On ne sait pas vraiment quel âge il a. Ah si, il le dit qu'il a genre 42 ans dans le film, mais c'est juste qu'il a des enfants... de 20 et 18 ans. Voilà. Bah, ceci dit, ça arrive à des gens qui ont des enfants très, très jeunes. J'ai pas dit que le film a été en compétition à la Mostra de Venise. Et qui a eu le prix du scénario, d'ailleurs, du meilleur scénario. Et pour le coup... Qu'elle avait déjà eu pour L'amour et les forêts, ou je dis une folie, je vais vérifier ça. Dans à Cannes. Ouais. Oui, mais c'était pas ça. Non, elle a pas eu de prix. Elle était pas en compétition officielle. Ok, je dis de la merde. Et pour le coup, je n'ai pas lu le livre, mais pour moi, le résultat final m'a l'air d'être plutôt une belle adaptation. Enfin, je trouve que le sujet est super casse-gueule. Enfin, cette histoire d'un écrivain qui décide de vivre dans le dépouillement et de faire des espèces de petits boulots comme ça, très précaires, pour pouvoir vraiment se consacrer à son art.
quand il y a plein de gens qui font ces petits boulots, par nécessité, fait par une réalisatrice qui tourne beaucoup, un acteur qui tourne beaucoup. Enfin, je trouvais qu'il y avait un début de projet qui pouvait être un peu casse-gueule et moi j'ai vraiment aimé le film. Enfin, j'ai vraiment aimé son dépouillement et le regard, je trouve, qu'il pose à la fois sur le statut de l'écrivain et tout ce marché du travail très ubérisé, très précaire, parce que du coup il s'inscrit sur une application qui s'appelle Jobbing, où tu dois en fait renchérir à la baisse pour avoir des petits boulots, et tu te retrouves à être payé 18 balles pour démonter une mezzanine et la descendre dans un escalier en colimaçon. Enfin, c'est vraiment ça, on est d'accord que les enchères négatives comme ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. C'est pour symboliser un système, mais en gros t'es obligé de te prostituer à moitié pour pouvoir avoir des petits boulots par-ci par-là. Et surtout qu'il n'est pas qualifié en fait pour ces petits boulots. Non, mais après c'est des trucs de main d'œuvre assez. C'est donner des petits coups de main. Je serais incapable de démonter une mezzanine, tu vois. Il lui faut des outils et. Bref, et voilà, donc je trouve que c'est quand même un film qui porte un regard, enfin il y a quelque chose de très, ça ressemble pas du tout au cinéma de Donzelli qui est toujours un peu fantasque et tout, là c'est très dépouillé, c'est très neutre, c'est un peu en économie de mots. Il y a une voix off mais que je trouve bien dosée, enfin ça reprend quelques passages du livre, mais je pense que c'est je trouve que c'est des passages assez marquants avec quand même des phrases, je trouve, qui restent assez en tête et qui sont bien écrites, qui sont bien vues, je trouve, pour parler de sa situation. Et oui, en fait le film est quand même est une succession un peu de petites scènes comme ça chez les clients chez qui il va pour faire ses petits boulots, et ça aurait pu être comme ça une succession sans grand intérêt, mais je trouve que chaque scène raconte quand même vraiment quelque chose sur ce travail-là. Il y a quand même des choses super bien vues. Il y a notamment une scène dans un appartement, un superbe appartement à Paris, où il doit tailler le buis sur le balcon, et en fait la caméra fait un espèce de travelling de l'intérieur, et donc on voit les pièces de l'appartement avec les habitants de cet appartement, et lui en fond comme ça qui est en train de travailler sur le balcon dont on a bien fermé les portes parce qu'il fait froid, il faut pas que le chien il sorte, et à la fin il finit son boulot et le mec lui dit mais vous avez pas fait l'autre côté parce que c'est un balcon filant, vous n'avez pas vu que le balcon est filant, et donc enfin bref, je trouve qu'il y a plein de mise en situation, de mise en situation bien vue qui nous raconte vraiment des choses. Et moi j'avais peur un peu du côté l'image d'Épinal de l'artiste un peu maudit, voilà, qui vit dans un dépouillement, voilà, et c'est ce qu'on voit beaucoup au cinéma, l'artiste maudit comme ça, et je trouve que c'est pas ça, parce qu'il y a des choses très concrètes qui nous ramènent dans le quotidien. Par exemple, il parle du montant de ses avaloirs. C'est un mec qui a publié 3 bouquins chez Gallimard quand même, mais il dit en fait j'ai 200 € par mois d'avaloir, et donc ça permet pas de vivre. Et il y a plein de choses comme ça très concrètes sur l'argent, et vraiment je pense la vraie situation des. Et le statut d'auteur artiste qu'on a en France, en fait, il est très très peu protecteur. C'est-à-dire que si effectivement on vend pas énormément en tant qu'auteur de livres, il y a vraiment pas grand-chose à mettre dans l'assiette à la fin du mois. C'est un auteur qui a un succès critique mais qui a pas de succès public, et à la fin, sans spoiler, mais donc il est publié chez Gallimard, on le voit à la NRF et tout, il est en train de dédicacer ses bouquins avec des gens qui lui disent j'adore ce que vous faites, nana, et il accepte un job pour aller déboucher des chiottes, quoi. Et je trouve que voilà, il y a toujours une espèce de balance comme ça qui est un bon équilibre dans le film, qui est, je trouve, assez bien vu. Et avant de donner la parole, Alban, je corrige ce que j'ai dit. En fait, il y a bien eu un prix sur le scénario, mais qui était la meilleure adaptation au César, sur L'amour et les forêts. Et le film était à Cannes Première. Voilà. Alban, toi, ça fait des semaines que tu nous parles de découvrir à pied d'œuvre. Je troll essentiellement. Je connais pas tant que ça en fait le cinéma de Valérie Donzelli. J'ai beaucoup aimé la série Nona et ses filles, dont on avait dit beaucoup de bien ici il y a quelques années. Qu'elle a créé, effectivement. Qu'elle a créé. Et en fait là, j'y allais aussi. J'avais un petit peu hâte de le voir parce que la bande-annonce m'avait attiré. Je trouvais que, en tout cas dans la bande-annonce, Bastien Bouillon avait l'air bon. Et en fait, je confirme, Bastien Bouillon est très bon dans ce film-là. C'était pas du tout pour dire une méchanceté après. Je suis d'accord avec ce que tu disais, Manon. Effectivement, sur le papier, ça avait l'air complètement casse-gueule, d'autant plus qu'il s'est filmé par Valérie Donzelli, parce qu'on n'avait pas envie de voir ce travail-là, ce sujet-là, à travers ses yeux de cinéaste qui, quand même, a une sorte d'image de marque qui est une cinéaste bourgeoise, avec un regard bourgeois, en tout cas, selon moi. Là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que le premier point, c'est que le film ne va pas du tout là-dedans et filme effectivement Bastien Bouillon avec une forme de, pas forcément une distance, mais un regard presque documentaire en fait sur ce qu'est de travailler et sur ce qu'est de faire des boulots précaires, ce que ça induit comme effort, ce que ça induit de travail sur le corps, ce que ça induit de blessures. Et je trouvais ça bien qu'elle prenne du temps de montrer les travaux qu'il a effectués, de montrer que effectivement couper des buis ça peut prendre 15-20 minutes, et elle arrive bien à montrer ce passage du temps, les cloques sur les mains, les blessures au dos. J'ai trouvé ça très impressionnant, ce travail, enfin ce parti pris là de Valérie Donzelli. Je trouve que par ailleurs ce que nous dit le film sur la pauvreté, sur la manière de travailler, d'enchaîner les boulots précaires, c'est
un truc qui est pas du tout cartésien. Elle a pas essayé de dire, bon, bah, voilà, il se met dans le camp des pauvres et en même temps, tous ceux qui vont l'employer sont des riches qui ne comprennent rien à la pauvreté. C'est bien plus complexe que ça. C'est vraiment, on est inséré dans un système qui fait que tout le monde autour de cette table va commander via une application pour se faire livrer des pizzas, et qu'en fait les gens qui commandent les boulots à Bastien Bouillon, ça pourrait être nous, et en même temps il y a pas forcément, elle nous pointe pas du doigt non plus, c'est juste pour essayer de montrer simplement, humblement, un système dans lequel Bastien Bouillon va être amené à être en prise à un moment donné dans sa carrière. Par ailleurs, et tu l'as dit aussi Manon, il y a pas ce fantasme là de l'écrivain qui poursuit son but à tout prix pour la beauté de l'art. Il est pas du tout là-dedans. D'ailleurs, c'est un peu mystérieux la manière dont il se résout à pas retourner dans son travail de photographe et à rester là-dedans. Je trouve qu'il y a une forme de combat qui est tu, et je trouve que c'est bien qu'il soit tu, justement parce que on se pose plus la question de savoir pourquoi il fait ça, pourquoi il reste là-dedans. On est juste, c'est parce que je disais, dans un point de vue documentaire où comment vont s'enchaîner et va-t-il réussir à s'en sortir? Moi, voilà, il y a des petits bémols dans le film. Tu l'as dit sur sa relation avec ses enfants. Je trouve qu'on n'y croit pas du tout et c'est dommage parce qu'en fait, la partition de Bastien Bouillon était vraiment juste. L'autre truc que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, c'est un enchaînement de scénettes et ça manque pour moi un peu de liant. Je trouve que elle montre pas assez la solitude de ce personnage-là. En tout cas, c'est pas assez appuyé. C'est quelqu'un qui vit dans un tout petit studio délabré en sous-sol où on voit justement beaucoup de plans sur les gens qui passent à hauteur de pied. On se croirait dans Parasite un peu. Ouais, complètement dans Parasite ou même dans un film, dans Bianca, typiquement de Moretti, où justement le gars, c'est pas le même sujet, c'est un fétichiste des pieds. Mais bref, il y a des images qui sont. Ça, c'est dans la vidéo d'un. Mais là, il y a un vrai délire sur les pieds aussi. Il y a un vrai délire sur les yep, ouais. Et c'est comment dire, c'est Tarantino qui a été conseiller artistique. C'est possible, faudra demander à Valérie Donzelli, mais voilà, je trouve que c'est dommage de pas filmer assez cette solitude, et tu vois, on le voit souvent essayer d'écrire à sa table la nuit, et en fait c'est con, tu rajoutes une ou deux scènes où il se fait à manger, où il se fait un thé, t'as plus l'impression d'être dans le moment, alors que là, du coup, t'as plus l'impression que c'est programmatique. Mais bon, après c'est des petits détails comme ça. Et le dernier point que je voulais soulever et qui vient de m'échapper, c'est que je trouve que à la fois sa relation familiale et aussi ses relations professionnelles dans le milieu littéraire, Virginie Ledoyen, les éditions, presque en fait, c'est dommage de les avoir laissés autant. Je pense elle aurait dû en tout cas se concentrer uniquement sur le personnage de Bastien Bouillon, sur sa lutte, sur son combat, plutôt que essayer de refaire une sorte de film français en disant on attend ton vrai roman, il faut que tu écrives ton roman qui va te permettre en fait de dépasser uniquement le succès d'estime, etc. Alors que ça rajoute rien au film, sa relation familiale n'ajoute rien au film, et justement elle aurait peut-être gagné en profondeur et en émotion si on s'était concentré un peu plus sur le personnage de Bastien Bouillon, parce qu'on passe parfois à un moment de vraies scènes de cinéma qui pourraient nous prendre aux tripes, et je trouve qu'on n'y est pas totalement, et c'est un peu dommage sur un tel sujet. Mais vous recommandez quand même assez largement d'aller découvrir à pied d'œuvre, qui vous a visiblement beaucoup plus convaincu que L'amour et les forêts nous avait convaincu. Enfin, quoi qu'on avait été très divisé sur son précédent. Donc, allez découvrir à pied d'œuvre, qui est au cinéma. Le deuxième film dont on parle, c'est The Mastermind, le nouveau film de Kelly Richard. I saw Kip's father today. He said Kip has projects all over town. It's an idiotic way to spend your time. Well, you seem to have a good amount of time on your hands. Did you know the kids don't have school today? Why can't they be with you? I've got things to do. What things? Like what? Je viens de vous faire corriger en off. Kelly Reichardt, Laurent, tu veux bien le redire? Pour moi, c'est comme ça qu'on dit, Reichardt. C'est comme ça qu'on dit? Reichardt ou Reichardt. Reichardt, eh ben, très bien. Tu sais, t'aurais pu me corriger dès l'intro, de le faire en off, un peu discrètement, pour que je Je suis occupé avec la réalisation, du coup, sinon t'inquiète, je l'aurais fait. Genre de manière vraiment très dure. Je me tais, tu veux me remplacer aussi à la présentation? Non, je l'ai déjà fait, c'est moins bien. Bon, bah, un jour, vous aurez peut-être la chance d'ailleurs de m'entendre dans la perche faire une présentation quand Liou et Elisabeth sont pas là. Vous allez voir, c'est un peu plus rock'n'roll, c'est un peu plus... Et ben écoute, on a hâte. En tout cas, The Mastermind, donc ça se passe dans le Massachusetts en 1970. Et oui. Non, il rigole, je sais pas. J'ai pas fait de remarque. Hein. Non, je croyais qu'Alban rigolait. Oui, Massachusetts. J'ai pas dit ça comme ça, mais arrêtez, voilà, je vais plus réussir à parler. En fait, tu vois, les émissions, ça va vraiment juste être de la hate sur ta prononciation à la fin, ça n'aura plus de sens. Père de famille en quête d'un nouveau souffle, Mooney décide de se reconvertir dans le trafic d'œuvres d'art avec 2 complices. Il s'introduit dans un musée et dérobe des tableaux, mais la réalité le rattrape. Écouler les œuvres s'avère compliqué, traqué. Mooney entame une cavale sans retour. Je te vois faire non, Rita, et c'est pourtant le pitch officiel. Tu as quelque chose à redire?
qu'en fait le film se tire une balle dans le pied avec ce pitch, cette bande-annonce et cette affiche qui donne l'impression que ça va être Ocean's 11. Voilà, alors on va tout de suite effectivement faire un petit disclaimer. Ça c'est le pitch officiel du film. La réalité c'est qu'en fait le film se concentre aux 3/4, même plus sur en fait sa cavale, et encore est-ce qu'on peut vraiment parler de cavale? C'est un anti-film de braquage. C'est un film d'errance. C'est mon tour de parler? Oui. Ok, pardon, je savais pas si je voulais pas interrompre. En fait, pour moi, j'ai apprécié le film parce que j'ai eu la chance de le découvrir avant sa promo et que du coup je ne savais rien si ce n'est que ça s'appelait The Mastermind et que je connais les films de Kelly Reichardt. Donc je sais que c'est une personne. On peut peut-être replacer qu'elle a fait First KO, Night Moves, voilà. For Women que je vous recommande vivement et le plus récent, Showing Up. Voilà, c'est le plus récent. Et Showing Up, pareil, c'est un film qui avait été vendu comme une espèce de tension sur dans le monde de l'art, alors que pas du tout. Les films de Kelly Reichardt sont assez contemplatifs, ou en tout cas c'est des explorations de personnages qui sont souvent des personnages dans les marges, qui n'arrivent pas, sont en décalage avec leur société pour une raison ou une autre. Alors quand on sait les films de Kelly Reichardt et les choix de Josh O'Connor de carrière, Josh O'Connor qui interprète Mooney, donc le héros, qui interprète le personnage principal et le fameux Mastermind, et quand on connaît l'ironie parfois de Kelly Reichardt et ce titre, ça n'est pas la même chose que quand on voit la bande-annonce et qu'on se lance dans ce film. Et on va tout de suite placer que c'est tout sauf un mastermind, c'est un pied nickelé. Voilà, c'est un pied nickelé, et ce n'est pas un film de traque ou un film de braquage, c'est un film d'errance et de personnages perdus qui est certain qu'il est super intelligent, mais qui fait n'importe quoi. Sachant cela, j'ai passé un moment de flottement que j'ai sincèrement apprécié, alors que je ne suis pas une grande fan des films contemplatifs parce que j'ai tendance à m'y ennuyer puisque j'ai un cerveau de TikTok. Et en fait, j'ai quand même beaucoup aimé le film parce que pour moi, c'est un film sur un mec qui se croit plus intelligent que les autres et qui se prend dans la gueule le fait que non. Et j'aime beaucoup ce genre de postulat de départ. J'adore Josh O'Connor. J'aime beaucoup la photographie de ce film et son atmosphère. Donc, on est dans les années 70. On est sur la côte ouest américaine, dans une ambiance de campus, même si on n'est pas sur un campus. Et il y a quelque chose qui traverse ce film en ce sens que j'aime bien. J'aime beaucoup que la guerre du Vietnam soit à la radio, à la télé, dans les discussions, et que ça le rattrape d'une manière assez, je ne révélerai pas comment, mais assez drôle, je trouve, au fil du film et surtout sur la fin. En fait, je comprends tout ce qu'on peut détester et je pense que je suis très positive aussi parce que je sens qu'il va se prendre une claque par les personnes qui parlent après moi. Et non, ça va? Ok. Je crois que ça dépend qui. Je pense que Félix va le déglinguer, mais c'est... mais au-delà de ça, j'en garde, je l'ai vu il y a 3-4 semaines et j'en garde un souvenir vraiment très agréable parce que c'est un film dans lequel j'ai aimé me balader. Et il faut vraiment y aller en sachant qu'il y a à peu près 3 actions dedans. Le reste, c'est Josh O'Connor qui se laisse marcher dessus et qui est certain qu'il a les choses en main. Et c'est très drôle. Je trouve qu'il y a des scènes d'humour vraiment qui réussissent. Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement la scène de braquage est un niveau de loose et de manque de préparation rarement vu, quoi. Et même les choses, tout ce qu'il fait après, toutes les décisions qu'il prend sur comment il va cacher les œuvres, comment il va éviter la police. Il y a un truc avec son gosse qui m'a achevé de rire où il est en voiture et tout. Il y a une manière de filmer qui est très Wes Anderson par moment où elle laisse sa caméra en arrière et on voit les actions de loin et d'un point de vue que tu t'attendrais pas et ça crée un décalage comique assez réussi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui font de la force, mais encore une fois, il y a 5 scènes où il se passe quelque chose. Et après, il reste 1h50 de film quand même. Donc voilà, je recommanderais en connaissance de cause. Et c'est peut-être quand même une bonne porte d'entrée au cinéma de Kelly Reichardt. Valentin, est-ce que tu partages l'enthousiasme de Rita? Enthousiasme modéré, mais quand même. Non, je suis enthousiaste. Ok, je pensais que t'avais été déçu que ça ait pas tenu du coup ces promesses. Parce que moi j'avais pas la promesse. Ah, voilà, c'est ça. Ok. Non, mais je trouve que plus le film se déjoue assez rapidement parce que t'as une première scène où il dérobe déjà quelque chose, pas le braquage, mais il vole un truc. Donc tu dis ok, tu vois un peu le dispositif. Le film t'ancre dans une mise en scène qui te laisse à penser que ça va être un film de casse parce que très rapidement t'as de la musique tout le temps en arrière-fond, une musique un peu jazzy, beaucoup de batterie, qui scande vraiment l'action en permanence. Et d'ailleurs elle en joue après en la laissant alors que du coup passe plus rien à l'écran, donc c'est une espèce de décalage là encore. Mais du coup tu démarres là-dedans et la deuxième scène ils sont à table avec ses parents, donc tu te rends compte que ce type est un pauvre type, qu'il est complètement sous la coupe de son père qui est juge de ce que je me souviens du film. Il vient d'une famille aisée, lui voilà. il a plus de travail. On apprend qu'il est juge, une des scènes les plus ridicules du cinéma américain récent, hein. Ah oui. Quand il dit vous connaissez mon père, alors là parce que la police l'accule et il dit est-ce que vous connaissez mon père, et ça lui permet du coup on comprend très bien très rapidement qu'en fait au bout de la deuxième scène qu'effectivement ce mastermind il dîne avec sa mère et c'est
sa mère qui fait la cuisine. Donc il y a un truc un peu Et l'échec. Voilà, d'échec très rapidement. Après moi j'ai bien aimé le film. J'étais pas, enfin pour le coup Kelly Reichardt, j'ai un rapport contraire avec son cinéma parce que je crois que les 2 derniers que j'ai vus du coup c'était First Cow et Showing Up. Et Showing Up, j'avais trouvé ça vraiment détestable. Je trouve que ça racontait rien, que ça ne caractérisait pas son personnage, que ça se complaisait vraiment dans des postures un peu Sundance qui me saoulaient. C'est horrible. Vous êtes misogyne. Ah moi non, mais je mais je peux le moi, non, défendre. Moi, j'en sais rien. Les garçons, C'est vrai que t'allais dire ça. Non, j'en sais rien, mais non, je blague, mais je pense que si t'es une meuf un peu chiante, tu ne peux que aimer ce film, et c'est mon cas, donc j'ai adoré, mais tous les gens que je connais détestent, donc vous avez raison et j'ai tort. Faire. Et par contre, First Cow est super parce que justement, il y a une espèce de création d'univers, de micro-société que je trouvais intéressante. Et en fait, c'est là où je trouve que pour le coup, The Mastermind m'intéresse plus, c'est qu'en fait, très rapidement, elle élude son film de casse, qui en fait est un peu comique, mais tu sens que ça n'aurait pas été très loin de toute façon parce que c'est pas son cinéma. Et en revanche, l'errance, quand elle démarre, m'intéresse vraiment. C'est-à-dire que ce personnage un peu paumé, là, avec Josh Connor qui vraiment cabotine le gros nulard, bah, en fait, je trouve que ça marche plutôt bien. Tous les choix un peu débiles qu'il fait, j'aime bien. Toutes les sociabilités que ça raconte, il essaie d'aller voir de la famille à lui, puis en fait, il se fait chasser. Il se retrouve à, du coup, de fait, s'exposer à la société de l'époque, au bouleversement politique de l'époque, et toujours de manière comique. Bon, je trouve que la manière dont l'errance est organisée, moi, m'a vraiment plu. Ça tient beaucoup au jeu des acteurs, parce qu'il y a Josh O'Connor, il y a Alana Haim, qui, dans chaque scène où elle apparaît, est extraordinaire, et pourquoi on la voit pas plus. Qu'on avait vu dans Licorice Pizza. Et One Battle After Another. Oui. Ouais, évidemment. Oui, mais je pense à Licorice Pizza. Elle avait Pizza. vraiment une scène dans une bataille après l'autre. Donc, bah là, elle a pas beaucoup de scènes non plus. Hein. Bah, c'est vrai que c'est fragmentaire, mais elle a déjà un personnage plus caractérisé, je trouve. Mais et puis il y a les 2 gamins qui sont géniaux, que je trouve hyper drôles, être des comic relief un peu dans chaque scène où ils sont présents. Il y en a un, c'est le sosie du gamin de Moonrise Kingdom, je trouve. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est très drôle, voilà, il bouffe trop de sucre, il vomit dans la voiture. Bon, bref, moi ça marche sur moi ce type d'humour. Donc du coup, je trouve que le film a une sorte de légèreté que tu pourrais pas lui prêter en apparence. Donc je suis passé outre le côté un peu encore une fois pénible parfois de la mise en scène, parce que typiquement la musique ça m'a un peu saoulé, le fait qu'elle insiste avec cette photo très chargée, très cotonneuse, très 70s. J'étais un peu en mode prenons un peu d'air, et l'écriture permet d'avoir cet air là. Donc voilà. Manon. Je suis assez d'accord avec vous. Félix, tu vas te retrouver à bataille. Hein. Une bataille après l'autre. C'est pas un giga coup de cœur, mais moi j'ai passé une bonne séance, enfin un bon visionnage. Moi je crois j'ai vachement aimé de manière générale, je trouve que les films que j'ai pu voir de Kelly Reichardt sur un peu l'errance, moi j'avais bien aimé Wendy et Lucy avec Michelle Williams, voilà, avec ce personnage qui erre aussi, pareil, je la trouve quand même assez forte pour raconter ça. J'ai beaucoup aimé toutes ces ruptures de ton et de rythme, enfin effectivement comme tu disais, il y a des choses très drôle, mais c'est de façon, voilà, c'est assez léger, notamment la scène où moi ça me fait trop rire à la fin du braquage où ils doivent mettre les tableaux dans la voiture, mais il faut ouvrir le coffre comme ça avec une manivelle. Enfin, c'est très Wes Anderson, je trouve, de faire ça. Parce qu'on te voit pas faire le geste, mais effectivement c'est très long et chiant d'ouvrir le coffre alors qu'il faut absolument mettre le tableau dedans, quoi. Et voilà, je trouve qu'il y a plein de petits effets comiques comme ça, très très réussis, et le rythme, c'est elle qui monte ses films d'ailleurs, c'est elle qui a monté celui-là aussi, et je trouve que voilà, les ruptures de rythme sont très réussies. On a l'impression que le plus gros enjeu de ce film, au final, le braquage, il dure très peu de temps, mais c'est comment... En fait, on sait même pas ce qu'il veut faire de ces tableaux, et le plus gros enjeu, c'est comment il les cache, et finalement, il se retrouve à les cacher dans une grange de cochons. Enfin, bref, des fois, tu vois le truc, et puis tu comprends pas ce qui est en train de se passer, t'as du mal à comprendre ce personnage, qu'est-ce qu'il veut, est-ce que juste il se laisse vivre comme ça, ou est-ce qu'il a un plan, enfin, bref. Moi, j'ai... Comment décevoir sa famille, ouais, vraiment. Comment braquer un musée. C'est vraiment un loser, il a vraiment rien pour lui, ce héros, et en même temps, enfin ce anti-héros, et en même temps il est tellement bien incarné par Josh O'Connor avec cette espèce de regard comme ça à moitié vide et à moitié doux, je sais pas trop comment le caractériser, que t'as un peu envie de le suivre, tu vois, au bout des États-Unis. Et moi j'ai adoré cette ambiance Massachusetts, automne, États-Unis, années 70, et en même temps je trouve qu'il n'y a pas de... Je l'ai mal dit. Et Massachusetts. Laissez-nous tranquilles. Comment vous dire, si vous voulez faire rire allemand, les jours un peu gris. Massachusetts. Mais je trouve qu'il n'y a pas non plus l'idéalisation années 70, quoi. Enfin, je trouve que quand même le fond politique est quand même assez présent, et puis le braquage, il se passe dans un espèce de musée municipal un peu pourri et tout. Enfin voilà, j'aime bien ce mélange des genres, et j'aime bien l'équilibre qu'elle a réussi à trouver dans ce film-là.
Je voulais juste dire sur Josh O'Connor, la tête que tu essaies de décrire et tu sais pas comment la décrire, pour moi c'est la meilleure utilisation de ses qualités physiques naturelles, parce que souvent on lui donne des rôles assez sérieux, assez machin, et en fait il a un comique parce qu'il est trop grand, Josh O'Connor, un peu dégindé, et il sait pas quoi faire de son corps et ça se sent, surtout depuis qu'il est un peu maintenant musclé parce qu'il a fait quelques rôles un peu sexy machin, du coup il est grand et un peu musclé et il a quand même un visage poupin alors qu'il a genre 37 ans, c'est la première fois qu'il joue un daron je pense, et il y a un truc de awkward, genre c'est un peu gênant comme les dimensions, et je pense que c'est ça qu'elle utilise, et donc il y a des moments il est en mode non je suis hyper innocent et tout, et il y a des moments il veut faire le dur et tu sais pas trop, c'est bizarre. Ouais, lui aussi il est décalé dans son environnement, mais juste par son physique et sa façon d'être, et c'est assez bien vu. Félix, je te donne la parole, si t'as besoin d'aide, je suis là parce que j'ai pas aimé le film non plus. Moi je savais qu'on allait me mettre une douille en lançant le film, donc ça m'a pas surpris que ça soit un anti-film de braquage. J'avoue que j'ai pas compris le projet du tout. C'est-à-dire que j'arrive pas à comprendre ce qu'elle essaie de me raconter avec ce film. J'arrive pas à comprendre ce qu'elle essaie de me raconter avec cette première partie, ce film de braquage, et cette deuxième partie d'errance qui finit sur une espèce d'état des lieux d'une société qui est en plein bouleversement avec un esprit contestataire. Je trouve que les deux dialoguent pas très très bien ensemble. Je trouve que du coup finalement elle finit par pas vraiment traiter le braquage et pas vraiment traiter l'aspect sociétal, en tout cas l'observation, et je comprends pas le personnage principal aussi, et du coup j'arrive pas du tout à me projeter dedans et à ressentir des émotions, indépendamment effectivement de certaines idées que je trouve assez marrantes au début et de certaines ambiances par moments dans des hôtels et tout quand lui il est un peu paumé, qui je trouve fonctionne parce qu'il y a aussi un travail de la photo qui est vraiment magnifique, et qui la lumière est sublime. La lumière est vraiment magnifique, mais en fait c'est pareil, tu vois, je trouve que la direction artistique et même la mise en scène, j'ai l'impression que 90% du temps elle essaye de faire des beaux plans composés parce que ça fait des beaux tableaux, plus que de me raconter vraiment quelque chose. Et paradoxalement, tu vois, la scène que je trouve la mieux découpée, c'est la première, celle où justement il essaie de voler cette petite figurine dans un musée, où en fait en vraiment peu de choses elle réussit à créer une tension. Il y a quelque chose qui je sais pas, j'ai été assez agréablement surpris par cette première scène, et malheureusement je trouve que le film est jamais vraiment au niveau, aussi parce elle court-circuite toutes les bonnes idées qu'elle a, et notamment il y a quand même une idée que je trouve assez formidable, c'est qu'il essaie d'organiser ce braquage et il emmène ses enfants à l'école pour ensuite aller braquer le musée, sauf que l'école est fermée et du coup il se retrouve avec les gamins sur le dos, et au lieu de construire cette scène de braquage avec les gamins, ce qui aurait pu être vraiment hyper intéressant et hyper drôle, et raconter plein de trucs sur ce personnage où on sent qu'on est dans les années 70 et qu'il y a quand même un rôle masculin, féminin très clair dans cette famille, et en fait il les emmène, même si c'est elle qui travaille en fait. Oui voilà exactement, mais qui fait quand même toutes les tâches ménagères, et il y a des séquences qui te le disent un peu trop explicitement à mon goût, mais bon voilà, je vais revenir. Ça aurait été hyper intéressant d'avoir les gamins sur le dos pendant le braquage, et en fait pas du tout, il leur donne de l'argent et il s'en occupe pas machin, et évidemment que ça raconte aussi quelque chose sur le personnage, mais je trouve que c'est dommage en fait, malheureusement du coup je trouve que la scène de braquage elle m'intéresse pas tant que ça, et je trouve que il y a un peu un côté petit malin de prendre tous les codes qui ont été établis par d'autres personnes avant soi pour faire des films de braquage et créer une grammaire qui crée des émotions chez le spectateur, et se dire je vais faire l'inverse. Et je trouve que ce truc là, moi j'avoue que ça me plaît pas tant que ça, parce que je trouve que c'est pas révolutionnaire ce qu'elle a à me proposer. En fait effectivement elle fait l'inverse d'un film de braquage et elle fait l'inverse d'un film de cavale, à savoir un film d'errance, mais ensuite elle s'inscrit dans des genres qui je trouve sont assez classiques et dans des films que j'ai un peu déjà vus et un peu dénués de poésie en fait aussi, tu vois. L'errance, moi elle me parle pas plus que ça, elle me prend pas tant que ça. Il y a un film que moi j'aime beaucoup qui s'appelle La Chimère d'Alice Rohrwacher, qui possède beaucoup de caractéristiques similaires. Laurent, tu te tais, avec le même Josh O'Connor. Ce film-là, parce que c'est avec Josh O'Connor, c'est pareil, il vole quelque chose et ensuite il y a une espèce d'errance. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de poésie, il y a quelque chose d'un peu, je sais pas, d'un peu fou qui m'emporte. Elle ricane beaucoup plus, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est quand je parlais des trucs qui m'ont touché, je sens néanmoins que j'ai pas été emporté d'un point de vue émotionnel. Je pense que le film ne vise pas ça. Il vise une espèce de retenue, une espèce de blague un peu sourde, un truc un peu nonchalant et pas premier degré de toute façon de tout le long. Je pense que Kelly Reichardt a vraiment un cinéma de petite maline, enfin dans l'ensemble depuis un peu le début. C'est un peu sa patte aussi, surtout que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus elle se reprend par rapport à son cinéma initial, à ses premiers films qui je pense sont plus premier degré. Maintenant quand tu l'entends en interview et tout, enfin c'est quelqu'un qui respire une forme de ricanement existentiel un peu étrange. Est-ce que là-dessus je peux dire quand même que moi globalement j'ai rien compris au film, et après j'ai été lire la page Wikipédia, et dedans il y a une ligne qui dit: ce scénario s'articule autour d'une réflexion métaphysique sur la possession privée d'une beauté initialement destinée au regard de tous. Oui, bon, après. ça, je sais pas qui l'a écrit la page Wikipédia. Moi, je suis en train de lire la page. Tout est magnifique. Il y a quand même cette tension entre l'individualisme forcené et la nécessité d'une action collective irrigue le film, faisant l'écho à une structure narrative du pickpocket de Robert Bresson. Il y a quand même des mecs sérieux. Il y a des gens qui. On va savoir qui a écrit cette page Wikipédia. On nous parle que ça rend hommage au film de Melville et tout. Lisez la page Wikipédia parce que vraiment, elle ne va pas vous aider. Par contre, je crois qu'elle est fan des films de Melville Prem Dog. Melville
Jean-Pierre, mais j'étais hyper sérieuse. Je comprenais pas le. L'amour et les forêts, lien avec Donzelli. Non, ce que j'allais dire en revanche, c'est que je pense pas que ça soit une petite maligne. Enfin, on peut pas, pour le coup, entre ce qu'elle dit en interview, ça je m'en fous un peu parce qu'on essaie d'analyser plus ses films en vrai que ce qu'elle dit. Et je pense que j'entends. Pour moi, c'est une fable ce film. Et sur le truc de qu'est-ce qu'elle veut raconter, bon, je me retrouve à faire l'avocate de Kelly Reichardt que je ne connais pas. Mais en fait, pour moi, à la fin, j'ai pas eu la sensation qu'elle voulait raconter quelque chose. Elle voulait plutôt présenter un personnage. Enfin, c'est déjà raconter quelque chose, mais présenter un personnage de mec qui est certain qu'il œuvre parce que c'est un petit malin et qui sait mieux que tout le monde et qu'il connaît les œuvres d'art alors que les gens les connaissent pas et que lui il sait comment les cacher, il sait comment faire les braquages et en fait il ne sait rien et il sait tellement rien qu'il s'est même pas rendu compte que son pays était en train de changer. Et pour moi c'est Kelly Reichardt en 2026, c'est sa manière de voir le monde. Et je pense que limite elle s'identifie à ce mec-là et c'est un peu pas un mea culpa mais une forme je vous invite à voir quand elle a récupéré son prix l'année dernière et que je sais plus pour quel film, sûrement pour Showing Up du coup, et que ou pour sa carrière, et que en fait sur scène on entendait les bruits des protestations pour la Palestine dehors et elle a dit un truc dessus et je trouve que ça se retrouve dans son film qui est parfois tu penses que tu peux ignorer le bruit du monde jusqu'au moment où tu peux plus l'ignorer du tout, et j'ai l'impression que ce film c'est un peu ça aussi son plan. C'est peut-être pas ce que t'as vu ou quoi, mais... Ah si, mais justement c'est un peu mon problème, c'est-à-dire que je vois ses intentions dans beaucoup de ses plans en fait et dans beaucoup de ses scènes, et même il y a certains personnages qui sont exclusivement là pour illustrer à chaque fois une idée, genre son pote clairement elle est là pour le filmer et montrer qu'en fait il fait rien de sa vie et que c'est l'ennui et machin truc, et justement c'est un peu ça le problème, c'est que je trouve qu'elle étouffe vachement toutes ces séquences avec des idées, et que c'est en ça que je parlais un peu de poésie et que je rapprochais de la chimère, c'est que je trouve qu'il manque ce truc de, j'ai envie de sentir qu'elle filme ça parce que son instinct lui dit qu'il faut le filmer et qu'il y a quelque chose de un peu de, je sais pas, d'émotionnel, et je trouve que malheureusement elle a une approche un peu trop théorique, et du coup en dehors justement de son discours politique, je capte pas le film, je comprends pas le personnage, je comprends pas ses émotions, enfin tu vois, il y a vraiment quelque chose de, c'est assez cérébral en fait, et du coup à aucun moment le film a résonné avec moi, et ça moi je peux pas conseiller aux gens d'aller voir des films qui malheureusement vont les mettre à distance quoi. Je trouve ça dur en fait comme approche. Eh ben écoutez, vous irez faire votre avis sur The Mastermind. Vous voyez qu'on n'est pas d'accord. C'est assez intéressant parce qu'on a décidé de faire un focus sur les films de braquage, les films de casse, alors qu'en fait The Mastermind est un anti-film de braquage. Mais c'est pas grave, déjà on va voir le petit jingle. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Oui, c'est bien. Donc en problématique du jour, on a décidé de se demander si, déjà d'une part si les films de casse banalisent le crime, mais aussi en fait si c'est un genre de film en soi, le film de braquage. Comme d'habitude, on vous a posé la question de savoir quels étaient vos films de braquage préférés. On a eu énormément de réponses, en très très grande majorité Hit, Ocean's 11 et Le Cercle Rouge, qui vraiment sont revenus, mais c'est les trois grands gagnants. Mais je vous cite un peu d'autres réponses. On a eu les Oceans aussi au sens large. On sait comme Ocean's 11 en priorité, mais les Oceans au sens large. On a eu Bonnie and Clyde, Jackie Brown donc de Tarantino, la série La Casa de Papel. Hit, pardon, qui est aussi beaucoup revenu, je l'ai dit ou pas? Oui. Pardon, je perds la mémoire. Ocean's 11. Die Hard, Mélodie en sous-sol, Un après-midi de chien, qui revient aussi à plusieurs fois, Baby Driver. Die Hard, c'est pas complètement les Bad Guys. Bah non, mais il y en a où c'est un peu des questions. Logan Lucky, Good Time. On me demande si Mission Impossible, c'est des films de braquage. Widows de Steve McQueen, et enfin la scène du train dans Breaking Bad. Et oui, et Fast and Furious 5 aussi. FF5, quoi, qui est considéré comme un film de braquage, donc pas mal de réponses assez diverses, et dedans des films et des séries. On va peut-être commencer par on s'est posé la question de savoir si c'était un genre. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il y a une forme de mécanique, c'est-à-dire que c'est un genre qui est très mécanique, c'est-à-dire qu'on a en général un but affiché dès le début, on doit voler telle chose, on va s'y prendre d'une manière, on va voir le plan se monter et ensuite se dérouler en général avec des accros. Mais avant ça, peut-être Laurent, revenons aux origines du film de braquage. Oui, je prends la place de Dr Alban ce soir, je fais un petit point historique. Et en fait, on se rend compte que c'est pas très ancien comme type de film. Ah tiens, pas de Gilgamesh. Alors j'ai pas regardé, j'avoue, pour la littérature. On reparlera de Gilgamesh dans cette émission. Ah, tout à l'heure en carte blanche. J'avoue, j'ai pas regardé dans la littérature si le heist movie, s'il y a des histoires de braquage au sens dans Gilgamesh, ça m'aurait étonné, mais il doit y avoir des histoires de vol.
ça m'étonnerait pas. Mais en dehors de ça, pour le cinéma, en fait, le premier film qui s'apparente un petit peu à un heist movie, enfin un film de braquage, c'est The Great Armed Train Robbery d'Edwin S. Porter, qui est sorti en 1903. Mais en réalité, il faut... T'as dit que c'était pas vieux. Alors, si tu me laissais terminer ma phrase, je pourrais peut-être un peu expliquer. Mais c'est pas complètement un film de braquage. Le vrai film de braquage au sens où on l'entend, nous, ça date des années 50 et on parle plutôt de Asphalt Jungle ou Quand la ville dort en français, qui est un film de John Huston, avec Marilyn Monroe qui joue un petit rôle, je crois, dedans. Et en fait, ça devient très vite populaire un peu partout dans les années 50. On peut citer notamment en France un film qui s'appelle Du rififi chez les hommes, de Jules Dassin, un film de 1955, où on voit d'ailleurs l'utilisation du terme rififi, qui va faire Flores, où il va y avoir plein de films qui va reprendre le terme rififi. Il va y avoir du rififi chez les femmes, à Berlin, à Tokyo, à Paname, à Amsterdam, etc. C'est très très bien, j'aime beaucoup. Rififi. J'aime beaucoup. Focus rififi, faudrait que je vois un peu tous les rififi. On pense aussi, moi je pense aussi notamment à un film d'Alexander McKendrick de 1955, The Lady Killers, avec Alec Guinness et Peter Sellers, qui est un excellent film qui a été remaké par les frères Coen en 2004, un remake sympathique mais qui à mon avis est pas aussi bien que l'original. Et donc voilà, dès les années 50, il y en a quand même vraiment plein, et donc clairement je vais pas faire un truc exhaustif. Et à partir de là, en fait, on va voir un peu deux veines de films de casse qui vont un peu se séparer et faire des choses un peu différentes. Il y a un côté vraiment plutôt sérieux, avec des films comme par exemple l'affaire Thomas Crown, notamment, qui est celui de 68, qui a été remaké aussi en 99. Qui va être remaké. Qui va être encore Michael remaké. B. Jordan, avec Adriana Arjona dans genre 2 ans. Eh ben écoute, Il joue lui-même dedans du coup. Ok. Bah, j'imagine qu'il va jouer Thomas Crown, mais encore plus L'Arnaque, qui est un ceux que je kiffe vraiment beaucoup, 1973, avec Robert Redford et Steve McQueen, pardon. On peut penser d'aller dans ce style-là, plus récemment Usual Suspects en 95, Baby Driver en 2017, on l'a déjà cité. Et en fait, ça part parfois même dans le style un peu auteur, notamment The Mastermind, et d'un représentant. Bande à part de Godard en 64 est déjà un film de casse. Le Cercle Rouge de Melville qu'on avait déjà cité. Réservoir Dogs de Tarantino peut être considéré comme un film d'auteur de casse. Drive aussi, non? Pardon? Drive de Nicolas Winding Refn. Oui, Drive, j'avoue, j'y avais pas pensé, mais en effet, Winding Refn, ça rentre complètement. Et il y a aussi tous les noms que je prononce aujourd'hui. Et il y a aussi une veine, beaucoup plus humoristique. Et en fait, ça commence assez tôt parce que tu vois, t'as des films comme La Panthère Rose, Blake Edwards avec Peter Sellers, 63, David Niven, Claudia Cardinal, Peter Sellers, assez cool. Mais voilà, dès les années 60, il y a ça. Les Ocean's 11, que moi je mettrais un peu dans le côté humoristique, plus que dans le côté sérieux. C'est un peu entre les deux, mais alors j'ai pas forcément vu l'original de 68 avec le Rat Pack, qui doit pas être mal d'ailleurs, mais je sais pas si toi tu l'as vu. T'es une bonne candidate. Non, mais ça a l'air assez cool. Je pense qu'il tire aussi plutôt vers l'humour, parce qu'encore une fois il y a le Rat Pack, et donc c'est plus un côté le charisme en fait. C'est des films, c'est humour genre swag. Oui, voilà, oui, c'est ça complètement. C'est pas forcément des comédies, c'est genre ils sont drôles parce qu'ils sont swag. Voilà. Mais bon, tu vois, j'ai pas vu le film, donc je pourrais pas. Mais en tout cas, je trouve que la série des Ocean's 11 de Soderbergh rentre quand même un peu là-dedans. Snatch de Guy Ritchie, par exemple, qui pour moi rentre là-dedans. Logan Lucky, Soderbergh toujours, qui manifestement aime bien ça. Out of Sight de Soderbergh aussi, c'est un peu Pardon un film de casse. Out of Sight de Soderbergh, c'est aussi un peu ça, un film mais okay. avec George Clooney toujours et Penelope n'importe quoi. J'arrive. Ok. Merci. Et donc on voit qu'en fait les deux se développent un peu en parallèle, et que Jennifer Lopez, et qu'aujourd'hui encore il y a toujours un peu ces deux veines là, mais elles gardent quand même toujours un peu la même structure, ce dont tu as un petit peu parlé, Elisabeth. T'as toujours un peu la constitution d'une équipe, qui est un truc qui revient souvent. Ça permet d'ailleurs de mettre des gros casts, et c'est toujours assez apprécié. T'as toujours un peu une histoire de mise en place d'un plan, et qui va impliquer aussi souvent de faire plusieurs petits crimes avant de commettre le gros crime, qui est comme un truc quand même assez classique. Il y a souvent d'ailleurs un twist à la fin aussi, un petit peu finalement comme l'orga de la perche, dans le cadre, qui ressemble un peu à un film de casse avec des twists et des crimes. Et une équipe tout aussi charismatique, je suis pas évidemment. hyper ok sur cette vanne, mais c'est pas si mal, c'était à tenter quand même. Tu sais que t'as galéré sur la fin, genre. Désolé. Juste pour expliquer entre guillemets un peu pourquoi les films de casse n'arrivent pas avant les années 50, est-ce que potentiellement on peut considérer que les westerns, avec le côté braquer des banques, etc., en fait c'est un peu les prémices ça doit se télescoper un peu, je pense aussi. Le western se pète la gueule. Il y a probablement un côté plus puritain aussi quand même, notamment le Code Haze et tout ça, qui devait un peu empêcher aux États-Unis
de faire trop n'importe quoi et de glorifier des figures de voyous et de trucs comme ça. Déjà, et puis aussi à la notion d'urbanisation en fait, et d'exode rural, dans la mesure où quand les gens habitent en campagne, il y a moins de situations pour faire des casses. Oui, mais tu vois, t'aurais pu faire du Bonnie and Clyde au début du XXe siècle avec des trucs, tu vois, avec des trucs qui ça aurait pu. Et oui, mais c'est en déjà effet, Cartouche, Arsène Lupin, enfin, tu vois, des histoires qui sont pas complètement des films de braquage. Voilà, ce que j'allais dire, c'est que Bonnie and Clyde, il y a pas de phase d'organisation, c'est plus à la Thelma et Louise, qui n'est pas pour moi un film de casse, c'est des gens qui. Oui, non, mais je veux dire, tu pouvais complètement parler de cette histoire avec Bonnie and Clyde qui font un braquage. Je veux dire, ça aurait pu être mis en scène et ça a manifestement pas trop été fait. J'ai pas digué comme un chien pour essayer de tout trouver, mais ça donne une overview un peu de. Si on peut revenir à cette question justement de la mécanique et un peu de ce côté un peu jouissif de voir ça, parce que ça correspond à ce qu'on dit là sur le côté un peu le côté glorification des voyous. Effectivement, voir cette équipe se monter et voir ce plan advenir avec des accros, mais quand même en général aller jusqu'au bout, c'est quelque chose d'assez jouissif et qui en fait nous place souvent dans la position des hors-la-loi. En fait, je vais prendre l'exemple de Ocean's 11 dans la mesure où c'est peut-être celui que tout le monde a vu et un des classiques du genre, et je pense un des films les plus rewatchable, ce que tu peux le plus revoir. Je sais pas combien de fois j'ai vu ce film. Et qu'à chaque fois, même si tu sais comment ça finit, je trouve que c'est un des films que t'as le plus envie de revoir parce que c'est très kiffant et que t'as envie de revoir les détails. Et les films de casse font partie des films que t'as envie de revoir précisément parce que tu sais comment ça se finit. Tu veux voir tout ce qui avait été implémenté au début pour être encore plus dans ce côté jouissif. Et pour prendre cet exemple-là, je me permets de spoiler ce film. On a Danny Ocean qui va braquer 3 casinos. Et au début, on essaie de comprendre pourquoi ils veulent les braquer. Clairement, c'est un criminel, il sort de prison. Il est swag, c'est George Clooney, il connaît Brad Pitt et Matt Damon, donc tout de suite déjà t'as envie d'être avec eux parce que et il était marié à Julia Roberts, enfin. Mais non, mais justement, ce que j'allais dire, c'est qu'on ne le sait pas. Et en fait, pourquoi on se place de leur point de vue à eux? Pour moi, ça c'est clair quand même dans le film. Mais attends, les 20 premières minutes, en vrai, tu ne le sais pas. Tu sais juste qu'il veut braquer. Et au début, justement, en tant que spectateur, la première fois que tu découvres le film, tu le vois et tu te dis, c'est vraiment un gentleman voleur, mais c'est pas genre il va pas le redonner aux riches, genre aux pauvres. Genre c'est vraiment ils vont braquer des casinos pour se remplir les poches. Donc au début, il y a quand même ce truc-là un peu moralement moyen. Et puis après, tu comprends que la personne qu'il va braquer, c'est le nouveau mec de son ex-femme. Et c'est un gros connardo, donc oui, t'as envie que George Clooney récupère Julia Roberts. C'est de là. T'as ça, et effectivement, je disais, ils sont souvent hors la loi, mais la question de savoir s'ils sont moraux ou pas, exactement, c'est un autre enjeu. Et c'est pour ça, et c'est du côté de la morale, tout en hors la loi. Exactement, et c'est pour ça que par rapport au cinéma puritain dont tu parlais, Laurent, effectivement, il y a ce truc-là où les films de braquage, généralement, tu vas essayer de donner au personnage qui braque ou à l'équipe qui braque une raison de le faire, qui est de l'ordre moral. Soit ils le font pour redonner de l'argent, soit ils le font pour venger quelque chose, soit ils le font parce que la personne qui possède l'argent à ce moment-là ne le mérite pas pour des raisons morales aussi. Et c'est souvent pour ça que du coup c'est hyper kiffant quand tu découvres ces films-là de petit à petit réaliser pourquoi ils le font et du coup d'avoir hyper envie qu'ils le fassent et que ça se passe bien. Et en même temps, quand ça se passe mal, c'est généralement les meilleurs moments du film quand tu réalises. Il y a aussi toute cette partie de setup au début où t'as toutes les difficultés, et dans Ocean's toujours ils te disent donc il faut faire ça, puis ensuite il y aura ça, et ensuite il y aura ça, et ensuite il y aura ça, et t'as Matt Damon qui dit donc si on réussit à ne pas mourir là, et à ne pas mourir là, et à ne pas mourir là, et à ne pas mourir là, t'es en train de me dire qu'à la fin il y aura aussi un truc blindé à déglinguer. Et c'est le setup qui te donne giga envie et qui rend la chose jouissive de voir comment ils vont déverrouiller toutes les portes verrouillées, quoi. Mais alors il y a ça, et en même temps il y a, je trouve, une gestion mais vraiment brillantissime de ce que tu sais, ce que tu ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait on te pose plein de choses qui t'ont l'air impossibles en amont, mais il y a aussi des choses qu'on te dit pas, et où du coup quand tu vois le plan, d'un coup t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas prévu, et en fait si c'était prévu, etc. Et donc t'as une gestion de ça qui est très intelligente à l'écriture. Félix? Après ça arrivait assez, pas dernièrement, parce que je veux dire Ocean's 11 ça a 20 ans, mais si on regarde justement les premiers films de casse, que ce soit la Razia de Kubrick ou même les films de Melville, justement c'est des films qui sont beaucoup plus lents et où il y a beaucoup moins de jubilation, de découverte du truc, et on est beaucoup plus sur la tension vraiment juste interne des séquences. Et ce que je trouve assez rigolo, c'est que plus le cinéma s'est accéléré arrivant à notre époque évidemment avec le cinéma numérique, et plus le montage de ces films-là a pris le pas sur la réalisation, la composition des plans, et justement au contraire la lenteur, parce que je pense qu'en fait en vrai faire un braquage faut aller vite, mais en vrai c'est quand même t'es quand même assez contraint dans tes mouvements, et du coup je trouve ça rigolo qu'on soit même rentré dans une logique assez malhonnête vis-à-vis du spectateur entre guillemets, puisqu'on va cacher et omettre des omissions par le montage pour ensuite les révéler ensuite et créer un shot de dopamine qui est bienvenu. J'adore Ocean's 11, attention. Mais en plus quand tu dis ça, moi ça me fait d'autant plus penser au Cercle Rouge justement de Melville, non pas Poupeau mais Jean-Pierre, dans le Cercle Rouge. En fait un braquage c'est censé durer 10 secondes si ça se passe bien.
dans Ocean, ça dure genre 1h30 parce que leur plan est hyper élaboré et qu'il implique des jours de préparation, machin. Et c'est fait exprès, c'est un truquement de scénario qui fonctionne parce que Soderbergh a bossé, etc. Mais c'est vrai que quand tu regardes les films de casse traditionnels et plus anciens, en fait, ce qui crée la tension, c'est non pas le moment du casse, mais c'est tout ce qui le précède en organisation. Et c'est comment est-ce que sur le moment, en fait, limite, on va même pas voir ce qui se passe, on va voir quelqu'un rentrer, quelqu'un ressortir, et est-ce que ça a fonctionné. Et dans ce sens, je repense à Thelma et Louise. Dans Thelma et Louise, le seul moment qui est un vrai film de casse pour moi, c'est quand elles ont perdu tout leur argent parce que Brad Pitt, lui encore, leur a volé et que en fait Thelma pète un câble, rentre dans un Gina Davis pète un câble, rentre dans un supermarché sur une aire d'autoroute, braque quelqu'un et ressort avec l'argent et un flingue en main. Nous, on ne le voit pas, on est du point de vue de l'autre de Suzanne Sarandon en voiture. On voit juste rentrer, sortir, courir. Et c'est ça un casse en vérité quand dans la plupart des films. C'est que le film de casse devient un film de casse quand on met de l'organisation et qu'on met de la morale sur le fait de voler. Oui. Je pense qu'il y a plus que ça. C'est que ça reprend en fait une structure assez classique, je trouve, d'un cinéma. D'un voyage de héros en fait, un film de casse. C'est-à-dire que t'as besoin de sortir de ta zone de confort, de te faire des alliés, pour ensuite trouver la solution qui va te permettre de récupérer le truc. Enfin, donc en fait, il y a dans cette organisation du plan, ce genre de choses, et de mise en place du plan. Et de tous ces setups en fait qu'on fait dans des films de casse, qui est très satisfaisant à regarder parce que ça tient en fait à des choses qu'on a l'habitude de voir. Donc je pense que c'est ce qui rend tout ce genre de film très efficace et très amusant. Après, il y en a tu l'as dit, il y en a des plus sérieux, il y a différents tons, il y a différents trucs, mais ça rend ce genre de film entre guillemets facile à faire dans le sens où tu vas traiter de quelque chose où, sur le principe, à partir du moment où ton scénario il est bien ficelé et que t'as un réalisateur, enfin tu vois, il y a pas d'enjeu très complexe philosophique, tu veux dire, au-delà de se dire tiens, je sais pas, genre j'ai envie de faire une mise en scène de l'attente ou du doute, tu vois, où là c'est compliqué. Là voilà, c'est un truc qui est assez simple et dans le fond c'est balisé quoi. On sait un peu où ça va. Je veux dire, c'est un genre codifié en fait quand c'est. Oui, mais si c'est du coup faut se renouveler. Et faut se renouveler. Et au-delà de ça, c'est quand c'est le genre qui tombe plutôt dans le swag comédie, je dirais, par rapport aux deux qu'on a identifiés, parce que typiquement dans Le Cercle Rouge et dans les autres, en fait, pour moi, il y a une dimension sociale au film de casse, parce que je me permets une petite transition, parce que dans les films de casse comme Le Cercle Rouge, il y a une question de est-ce que les gens ils le font par nécessité. Comment Une après-midi de chien, qui est genre un de mes films préférés ever parce que de Sidney Lumet, avec Al Pacino et John, dont le nom me reviendra, l'ex de Meryl Streep qui est décédé, Casale, merci beaucoup, lui-même, et en fait dans ce film-là et dans Le Cercle Rouge, il y a une notion sociale et il y a une notion d'urgence nécessaire qui fait que là t'es plus du tout dans un truc drôle et stylé, et souvent c'est là que t'as les braqueurs des pieds nickelés généralement, parce que ils sont pas organisés, c'est pas un métier, c'est pas des braqueurs de métier parfois, ou alors ça l'est, et là on tombe dans une espèce de tristesse et de personnages qui sont dans une bassesse morale qui du coup c'est des espèces de anti-héros que t'as pas envie tu sais pas si t'as envie que leur casse y réussisse. Dans un après-midi de chien, c'est un anti-héros, mais t'as envie que son casse y réussisse, parce que quand on te révèle la raison de pourquoi, et je vous le dis pas parce que c'est tellement savoureux quand tu regardes le film pour la première fois, et c'est tellement contemporain et moderne, et en fait quand tu le sais, à ce moment-là c'est plus drôle du tout. Au début c'est drôle, et à ce moment-là c'est plus drôle, t'as envie qu'il réussisse et t'as peur qu'il meure quoi. Mais alors, oui, pardon. Non, mais je vais dire, et d'ailleurs, c'est rigolo parce que Soderbergh, donc, il fait les Ocean, et après, donc, je crois en 2017 ou 2016, je sais plus, il fait Logan Lucky. Et Logan Lucky, c'est un film beaucoup moins ambitieux, en tout cas, divertissant, entre guillemets, que Ocean Eleven. Beaucoup plus drôle, enfin, beaucoup plus comique. Beaucoup plus comique, mais en même temps, paradoxalement, qui est beaucoup plus ancré dans un contexte social. Je veux dire, c'est vraiment des prolos dans mes souvenirs qui ont besoin d'argent et qui ont besoin de ça. Ils sont à moitié débiles, enfin. Ouais, vétéran, il a été amputé à la guerre. Exactement. Enfin, il y a un contexte social, et c'est comme si il s'était dit, bon, j'ai fait mes gentleman swag machin, qui en fait n'ont pas du tout d'accroche matérielle, et il va falloir que je raconte quand même un tout petit peu pourquoi les gens en vrai font des braquages, et du coup il fait ce film là, et je trouve que c'est intéressant de voir un réalisateur se faire lui-même presque
Non, t'es pas d'accord? Moi, je trouve ça ambigu parce que le film, je trouve, il est vachement compliqué parce qu'il y a un truc un peu très premier degré de ouais, c'est la Virginie de l'Ouest, donc on entend John Denver pendant 2 heures, ils chantent tous, voilà. C'est les vrais prolos du sud des États-Unis, mais en même temps, t'as genre dans mes souvenirs Daniel Craig en braqueur russe peroxydé qui en a rien à foutre, qui est prêt à buter des gens. Donc le film, la tonalité est très bizarre. Il est toujours sur une tonalité un peu étrange de à tout moment il peut faire n'importe quoi. C'est pas un film que j'aime beaucoup d'ailleurs, paradoxalement. Je me demande si c'est pas un peu un premier degré un peu fin, c'est-à-dire que Soderbergh il est trop malin pour faire un film social, en vrai, faut pas déconner, tu vois. Ah ouais. Un peu un truc de ce genre-là. Mais bah après, il en a fait. J'adore ce film, moi, personnellement, mais je trouve qu'il danse. C'est chelou. Ok. Toi, tu danses. Ça me fait penser. J'ai commencé cette année en voyant 2 films sociaux, n'importe quoi, 2 films de braquage. Moi, je peux le dire, ça va. Qui était Roofman, qui vient de sortir sur Prime et dont j'avais dit beaucoup de bien et qui est complètement un film de braquage social et qui tu ne t'y attends pas en le regardant. Qui est le nouveau film J'arrive. Si en France. Lui-même avec Channing Tatum et avec Kirsten Dunst que j'adore et Peter Dinklage et plein d'autres gens, et Inside Man, film de Spike Lee des années 2000 avec Denzel et avec Clive Owen qui a disparu depuis, et en fait c'est dans l'affaire Thomas Crown. Clive Owen. Ah, l'affaire Thomas Crown, ok. Et donc ces 2 films-là que j'ai vus vraiment le même jour, et déjà à l'époque m'avait fait me dire qu'il fallait qu'on fasse un focus film de braquage. Il y a à la fois dans Inside Man une forme de jouissance à regarder et à essayer de comprendre ce qui s'est passé, sauf que là t'es du point de vue non pas des braqueurs mais de la police, et t'essayes de démêler le pourquoi du comment, et quand tu comprends pourquoi ça a été fait, tu comprends que c'était nécessaire, et là c'est la dimension morale n'est même pas sociale, elle est politique et philosophique, quoi. Et là encore, j'essaie de ne pas en révéler trop parce que le retournement est assez improbable. Et dans Roofman, c'est complètement social. Et je pense que c'est peut-être une forme. En fait, les Soderbergh, il y en a pas tant que ça en fait. Des films de braquage qui sont juste jouissifs avec du jazz et Las Vegas derrière. En fait, généralement, quand tu parles de voleurs, c'est souvent ceux qu'on retient. Tu vois. Oui, parce que c'est les plus re-regardables, comme je disais. Parce que tu vois, genre l'affaire Thomas Crown, par exemple, il a été remaké 3 fois. Oui, peut-être. Mais je veux dire, c'est le mec, il est richissime et il vole ses propres tableaux. Enfin, c'est James Bond qui vole. Oui, c'est ça. Oui. Mais je veux dire, c'est absurde. Enfin, tu vois, il y a un truc de réalité sociale où on est très loin, quoi. C'est des mecs, genre, c'est un délire. Quoi. Le fait que tu aies parlé d'Inside Man, ça me fait une transition pour parler un peu des séries aussi, parce que alors il y a effectivement la scène du train dans Breaking Bad qui a été mentionnée, qui est super dans la saison 5, mais il y a La Casa des Papel quand même, qui en fait est un remake un peu déguisé de Inside Man, enfin en tout cas qui puise beaucoup dans l'imaginaire de Inside Man. Et là, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que justement, c'est une série, et donc le but, c'est pas d'aller vite, c'est d'occuper longtemps la banque pour pouvoir imprimer le plus de billets possible. Et donc, enfin, on pourrait presque dire que c'est un anti-film de braquage, enfin, en tout cas, fait en série. Et en même temps, il y a un truc assez intelligent de ce point de vue-là, qui est que on va étudier la personnalité, évidemment, de toute la team de braqueurs, mais on va aussi beaucoup étudier leur rapport à la police et leur rapport avec les otages. Ce qu'on a le temps, effectivement, de développer le syndrome de Stockholm. Un gros syndrome de Stockholm même dans l'histoire. Il y a un personnage qui s'appelle Stockholm aussi. Il y a un personnage qui s'appelle, elle s'appelle Stockholm à cause de ça. Ah, je suis bête. Elle est baptisée Stockholm à cause de ça, effectivement. Parce qu'ils ont tous des noms de villes. Oui, Félix? Non, je vais dire sur ce rapport au groupe, ce qui est assez rigolo, c'est que je trouve que c'est des films qui, effectivement, créent une galerie de personnages avec des spécificités et toujours des personnalités très marquées, et qui t'expliquent quand même que genre le travail de groupe, c'est quand même super génial, etc. Et pourtant, c'est un peu une ode à l'individualisme entre guillemets, parce qu'il y a toujours un mastermind qui est derrière tout ça et qui a enfin voilà, qui a l'espèce de plan en tête et tout. Et donc je trouve qu'il y a une ambivalence à chaque fois dans les films de braquage, ou même du coup les séries, où à la fois on glorifie le groupe et en même temps c'est quand même l'œuvre d'une personne, et là-dessus je trouve que l'ouverture de Dark Knight est assez extraordinaire, parce que justement le Joker fait un braquage et en fait bute un à un toutes les personnes qui l'utilisent, parce que c'est juste des pions, et je trouve que mine de rien ça dit quelque chose d'assez intéressant, je trouve, du film de braquage en fait. Enfin, il y a un truc réaliste que j'aime plutôt bien. Elle est incroyable cette scène, et effectivement il joue le suspect aussi, qui pourrait être un autre exemple, même si j'ai pas envie de spoiler la fin pour les gens qui n'auraient toujours pas vu ce film. Mais Usual Suspects, qui est un film en fait je trouve assez assez intéressant compte tenu de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que en fait ça montre que c'est un film dans lequel
la réalité sociale et tout n'a aucune importance, mais c'est un film de braquage plus ou moins très sérieux, tu vois, un film de braquage et de cavale hyper premier degré, enfin tu vois, sans en faire des casses, alors avec des twists, avec des machins, mais c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la veine des Ocean's Eleven, quoi. Et donc c'est vrai que t'as à la fois des films comiques avec une veine sociale, où tu parles de Logan Lucky, t'as des films pas du tout comiques sans aucune veine sociale, comme Usual Suspects. Tu peux avoir des films au contraire très sérieux avec une grosse veine sociale, typiquement les Melville, les machins comme ça. Et tu peux avoir aussi des films comiques qui en ont rien à foutre, genre La Panthère Rose, c'est juste enfin tu vois. Donc c'est pas un genre. Donc en fait, c'est-à-dire même si c'est codifié, on peut pas dire que c'est un genre. Voilà, il y en a partout, quoi. C'est ça qui est fou. Moi, je pense qu'en fait, c'est justement cette question de genre, je suis un peu toujours embêté parce que je pense à plein de films depuis tout à l'heure, mais c'est plein de films qui seraient pas des films de casse au sens stricto sensu du terme. Je pense que c'est, en fait, le film de casse, renvoie, je pense, à des trucs très universels, c'est-à-dire, typiquement, Usual Suspects, pour moi, c'est vraiment le film de, il y a un récit qui t'est fait en tant que spectateur et tu ne peux pas t'y fier. Justement, ce que tu disais, il y a des informations qui vont manquer, on va pouvoir réinterpréter les choses. En fait, on va apprendre petit à petit, donc on va amender petit à petit le récit qu'on se fait de l'histoire. Moi, je suspecte que c'est vraiment ça, c'est le récit trompeur, quoi, le narrateur que tu peux pas croire. Et je pense que ça, c'est un truc très important du film de casse, c'est-à-dire que il y a toujours une espèce de revirement, de twist, parce qu'en fait, on n'avait pas vu ça, il y a un tel personnage qui t'a caché ça. Mais c'est vrai pour ce type de film, comme pour plein d'autres, je pense que c'est un ressort assez universel. Et il y a un deuxième truc qui, moi, me paraît très important, c'est la question de l'attente, c'est-à-dire que il y a de l'attente et du relâchement, c'est-à-dire qu'en gros t'as une tension qui se crée et t'as un relâchement, une espèce d'expiation quand c'est la scène du casse ou que l'action se met en place. Moi je pensais beaucoup typiquement à deux films, vous avez parlé des westerns, il y a Le Train sifflera 3 fois de Fred Zinman qui du coup est un film qui est pas un film de casse, c'est même l'inverse en fait, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui arrivent, donc il va pas y avoir de casse, c'est juste que ces bandits-là vont arriver, ils vont probablement faire un carton dans le village. Donc en fait on les attend tout le long du film, c'est le principe, mais ça a la même structure, c'est-à-dire que quand ils arrivent et que quand il se passe quelque chose, en fait on a ce même type de relâchement. Et je pense à un autre film qui s'appelle Le Trou de Jacques Becker, qui est un film d'évasion en l'occurrence, mais je pense que les films d'évasion typiquement peuvent se prévaloir du même truc, c'est-à-dire qu'il y a une préparation, on peut potentiellement te teaser des éléments de cette évasion-là, et à la fin il y a un relâchement, c'est-à-dire que cette tension elle est récompensée pour le spectateur. Et ces deux trucs-là fondamentaux, c'est ça qui finalement fait pour moi le genre du film de casse, c'est l'utilisation de ces deux ressorts ensemble. Ouais, alors je crois qu'elle non, vas-y. Vas-y Laurent, vas-y. Non, parce que si je peux me permettre, l'idée de la tension et du relâchement, en fait, c'est ce qui sous-tend toute œuvre narrative quelle qu'elle soit, tu vois. Genre il y a toujours dans une narration, il y a toujours une tension et du relâchement, c'est comme ça qu'on construit les choses. Je pourrais même arguer d'ailleurs que c'est la même chose dans la musique, mais bon, ça c'est encore un autre débat, mais toujours est-il que oui, le coup de la tension et du relâchement, quand tu racontes une histoire, il y a toujours de tension et du relâchement. Ouais, mais pas à ce point-là. Alors pas à ce point-là, c'est très exacerbé, je suis d'accord. Ouais. Mais c'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est un ressort qui est assez cool à utiliser parce que justement ça crée beaucoup de tension et beaucoup de relâchement. Alban ? Là où je suis d'accord avec Valentin, c'est qu'effectivement c'est dur en tout cas pour moi qui n'ai pas vu beaucoup de films de braquage, de rebondir vraiment, parce qu'il y a plein de films auxquels je peux penser qui ne s'apparentent pas essentiellement des films de braquage. Et d'ailleurs on parle du Usual Suspect qui pour moi n'est pas du tout un film de braquage, mais et pour répondre à ce que j'avais pas pensé, tu vois, à l'origine. Et ce que tu disais, Laurent, c'est que effectivement tout arc narratif a des émotions, mais je pense que c'est une question de quand elles arrivent et du dosage qu'elles sont. Et je pense que là où Valentin a raison, c'est que effectivement d'autres films suivent un même rythme émotionnel que les braquages. Tu vois. Par ailleurs, je trouve qu'il y a des films, et on en a pas parlé aussi dans l'intro pour refaire sur le point Dr Alban, mais bien avant le western, on avait aussi des films qui s'apparentaient à des films de braquage et qui étaient les succès populaire dans les années 15, il y avait des serials, des films à épisodes qui sortaient aux États-Unis et en France, Les Mystères de New York et La Réponse française avec Fantomas ou Judex, où il y avait des braquages, il y avait des. C'est toi qui aurais dû faire ce point allemand. Non, j'ai pas le temps de moi faire les points. Mais en fait, c'est vraiment, ça repose sur un mécanisme émotionnel qui existe depuis longtemps. Et pour moi, le western ne tire pas exactement les mêmes ficelles émotionnelles que le braquage. On est beaucoup plus sur quelque chose de l'ordre de la vengeance ou de l'ordre de filmer quelque chose de solitaire, alors que pour moi un film de braquage c'est plus un film collectif, en tout cas sur au moins un plan monté entre deux personnes ou plus. Mais ça dépend aussi du western, parce qu'après on pourrait aussi discuter est-ce que le western est un genre, parce qu'il y a plein de westerns différents et qui on retient les noms des cow-boys et moins les noms des gangs. Oui, mais ce que je veux dire c'est que tu vois, t'as des westerns où typiquement c'est les westerns du village de la ville assiégée avec les Indiens qui arrivent, quoi. Mais là on pourrait se lancer, y a-t-il des gens qui existent dans les films de braquage? Quels sont vos films de braquage préférés? J'allais dire merci. Quels sont vos films de braquage préférés? On tranchera pas la question de savoir si c'est du coup des films qui banalisent ou non le crime. C'est en tout cas des films où on a l'impression que c'est pas forcément du côté de la loi, mais souvent quand même un petit peu du côté de la morale d'une certaine manière, même si de la justice tordu, ou de la justice, d'une forme de justice parfois ambiguë. Quels sont vos films de braquage préférés, Valentin? Est-ce que tu veux commencer?
Bah, je veux dire, une réponse normale, une réponse pédante. La réponse normale étant Logan Lucky, parce que je trouve que c'est une belle réinterprétation des Oceans. D'aucuns diraient que c'est déjà une réponse pédante. Hein? De quoi, pardon? D'aucuns diraient que c'est déjà une réponse pédante, vrai, Valentin. Déjà, Ne joue pas à ce jeu. l'utilisation du terme d'aucun pourrait. Bien sûr, Je le mais fais de c'est temps pour en ça temps, que c'est d'ailleurs, moi c'est qui pour le dis à Valentin, parce qu'on est dans le même niveau de conneries. Donc, On est ensemble là-dedans. Et le deuxième, ce serait Nocturama de Bertrand Bonello, qui en fait, globalement, est pour moi un film de C'est braquage, vrai. qui est construit comme ça en tout cas. Mon Dieu, ce film. Rita. Moi, c'est un de mes films préférés. Ah, c'est vrai. Bah écoute, on en discutera avec des gants de boxe. À couteau tiré. Ouais. Rita. moi, j'ai Oceans, c'est sûr que c'est celui que j'ai le plus revu et que j'adore. Le 2 en particulier, et même le 3, je les aime tous. Même si c'est des mauvais films, ils sont trop bien et le premier est parfait. Et je voulais juste mentionner un film qui s'appelle Casa Negra de Nordin Khamari, qui est un film marocain, qui est disponible sur YouTube. Tu rigoles ou? Ah non, j'ai tout. J'ai pas compris. Qui n'est pas per se un film de braquage, mais en fait pendant tout le film c'est deux mecs qui essayent de trouver des moyens de se faire de l'argent, et dans leurs idées il y a l'idée de braquer un mec riche et ils le font de manière extrêmement violente, et là t'es pas du tout de leur côté. C'est un film dans les bas-fonds de Casablanca et je le recommande. Il est sur YouTube, il me semble. Félix. Moi, je vais parler d'un plaisir coupable parce que c'est vraiment pas un bon film, mais j'aime plutôt bien le premier Insaisissable parce que je trouve le casting super et voilà, ça marche plutôt bien. Est-ce que t'as vu les autres? Je crois que j'ai vu le 2, mais j'en ai aucun souvenir et je suis pas allé voir le 3, donc tu vois. Ouais. Manon, est-ce que tu as un film de braquage préféré? Non, mais je voyais sur le téléphone de Félix une liste des films de braquage et il y en a un qui est une réinterprétation du film de braquage qui était super, c'était L'Innocent. De Louis Garrel. Oui, c'est Louis Garrel. Un film de braquage. Hein. Bah oui, c'est vrai. C'est un Mais film sur de fond braquage. de comédie romantique, mais un sous-genre du film de braquage. Laurent. Moi, moi, je vais citer Usual Suspects parce que c'est vrai que ça se discute. Est-ce que c'est vraiment un film de braquage? Il y a quand même des histoires de braquage et des types qui doivent monter, en fait. C'est tout le délire, en fait, mais qui doivent monter un braquage. Mais en effet, il y a cette histoire de narrateur, machin. Enfin, parce que c'est un de mes films préférés et que c'est le film que j'ai vu quasiment à l'époque et qui m'a fait un peu aimer le cinéma. Donc oui, je suis un peu obligé de le citer quand même. Alban. Et moi, petit plaisir coupable parce que je l'ai vu il y a longtemps et je regarde un très bon souvenir. Et je l'ai revu, mais c'était moins bien, mais j'ai quand même envie de le dire. C'est un film qui s'appelle Haute Voltige avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones, qui était cool. Je l'avais vu au ciné à l'époque, c'était pas mal. Et j'avais aimé ce film de John Amiel. Et en fait, j'avais aimé toute la partie justement où ils préparent leur coup, où elle va chez Sean Connery dans un immense château en Écosse, et j'avais trouvé ça incroyable. Voilà. Et je regrette un peu qu'on n'ait pas parlé de Braqueur amateur. Non, je rigole, c'est horrible ce film. Je sais pas si quelqu'un l'a vu, un truc avec Jim Carrey. Non, moi aussi Ocean's 11. Et en vrai, je l'ai pas vu depuis longtemps, mais Mélodie en sous-sol de Verneuil, ça m'avait laissé un hyper bon souvenir quand je l'avais vu petite. Donc peut-être qu'il faut le revoir. On enchaîne avec le nouveau Paolo Sorrentino, La Grazia. Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica. Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. La firmerà? Firmare quella legge richiede un coraggio che Mariano tu De non Santis, possiedi. président de la République italienne, est un homme marqué par le deuil de sa femme et la solitude du pouvoir. Alors que son mandat touche à sa fin, il doit faire face à des décisions cruciales qui l'obligent à affronter ses propres dilemmes moraux, deux grâces présidentielles et un projet de loi hautement controversé. Oui, tu dis oui, Alban, tu valides ce pitch. C'est le pitch, ouais. C'est le pitch. Qu'est-ce que tu as à dire du nouveau Paolo Sorrentino? Qu'est-ce que j'ai à dire du nouveau Paolo Sorrentino? Alors, déjà, pour commencer, je trouve que depuis La Grande Bellezza, il n'avait pas sorti de film vraiment qui m'avait plu, et celui-ci est le cas. Je dis pas que c'est un film qui se rapproche de La Grande Bellezza en termes de qualité, mais je dis juste que voilà, c'est en tout cas le meilleur qu'il ait fait depuis. C'est beaucoup mieux que Parthénopée. C'est un film comme le fait, en fait, Paolo Sorrentino depuis un long moment, qui est un film sur une thématique, sur une idée, en tout cas sur une sensation, et là il s'agit de la grâce, c'est dans le titre. C'est un peu osé quand même d'appeler son film La Grâce, mais pourquoi pas, parce qu'en fait le mot va être disséqué sous différentes formes, à la fois la grâce présidentielle, la grâce en termes de ce qui nous permet de supporter des épreuves. Enfin voilà, c'est vraiment un film, disons, où on va réfléchir à la portée de ce mot-là, et c'est un film qui est un petit peu ambivalent dans le sens
où il met en scène ce président en fin de règne, un président auquel, malgré le fait que j'ai aimé le film, auquel je ne crois pas trop, et c'est un peu aussi la critique que je vais faire du film, c'est-à-dire que là où le film réussit, c'est à poser des bonnes questions, en tout cas sur les premières 2h15, enfin 2h10 du film. le film dure 2h30. 2h13. 2h13. En fait, moi, la question que pose le film et qui est répétée plusieurs fois dans le film, qui est à qui appartiennent nos jours, je trouve que c'est une très belle question et je trouve que la manière dont Sorrentino essaye de s'emparer de cette question, moi, je trouve que c'est vraiment beau et je trouve qu'il le fait comparé à d'autres films avec énormément de modestie comparé à son cinéma et à sa mise en scène. Là où je trouve que le film se gâche sur ce point-là, c'est qu'il nous donne une réponse à la fin du film qui est, pour moi, bidon et annule vraiment tout ce qu'on peut se dire et la manière dont on peut réfléchir sur le sujet. Ensuite, le problème du film, c'est dans l'histoire qu'il essaye de nous raconter pour masquer, on va dire, les questions qui se posaient. Je trouve que on croit pas vraiment à ce personnage de président, même s'il est attachant et que Tony Servillo est un immense acteur. Je trouve que la mise en scène et alors qu'on voit dans toute la presse que c'est le film le plus en retenue de Sorrentino, je trouve que c'est pas vrai, parce qu'on retrouve quand même dans le maniérisme de Sorrentino avec des ralentis sur Tony Servillo qui fume une clope. Enfin, c'est insupportable. Au bout d'un moment, quand c'est la 7e fois que tu le vois à l'écran, je trouve que on a compris qu'en fait, surtout qu'on a déjà vu Tony Servillo fumer dans d'autres films. Dans tous les films en fait, tu montes toutes les scènes ça fait 3 heures de film. Et c'est dommage. Et par ailleurs, le film est construit aussi sur le fait qu'il a perdu sa femme 8 ans avant et qu'il y pense qu'il n'arrive pas à se remettre de cette relation. Je ne crois pas à cette histoire d'amour. Je me fiche de cette histoire d'amour. Là où il aurait dû beaucoup plus insister sur sa relation avec sa fille, qui est présente tout le long du film, qui est d'ailleurs je trouve qu'un super rôle, je me souviens plus du nom de l'actrice, mais je trouve que c'est un super personnage et à la fois qu'il est super bien incarné. Voilà, je trouve que le film a un peu le cul entre deux chaises, entre essayer de nous dire quelque chose d'avoir une portée presque philosophique et en même temps de nous raconter l'histoire de ce président, et je trouve qu'il en fait pas assez des deux côtés, même si par moment, dans de rares moments, les deux entités de ce film se rejoignent, et là je trouve que ça fait des étincelles sur certains aspects des 2h30 du film. Et c'est Anna Ferzetti, la comédienne qui interprète la fille. Qui joue aussi dans La Grande Bellezza d'ailleurs, je crois, qui joue dans plusieurs films de Sorrentino. Laurent ? Bah moi en fait j'allais voir ce film en me disant que Sorrentino avec Tony Servillo j'étais trop chaud parce que Il Divo quoi, parce que La Grande Bellezza. Pardon, tu viens de rimer sur 4 phrases. Ouais. C'est l'italien après. Oui. Mais du coup Il Divo qui est un film sur qui est un projet finalement assez proche parce que c'est sur un président du Conseil italien, c'est sur la politique, etc. Et c'est avec Tony Servillo pareil que je trouve infiniment plus réussi. Moi je souscris un peu à ce que tu dis sur le film, sur le fait que il a des bonnes intentions, il essaye de faire quelque chose d'intéressant, mais ça ne reste que là. C'est-à-dire que je trouve que cette histoire de à qui appartient nos jours, etc. Franchement, il le dit la question est posée 3 fois dans le film. Enfin, tu vois, c'est hyper bourrin, tu vois, de ce point de vue-là. Et tout est super. Enfin, je sais pas, tu vois, genre tout est au stade de donner des intentions comme ça et de faire des jolies images. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un peu ce truc-là, et donc je trouve le film quand même hyper poseur, avec cette espèce de mise en scène de la vieillesse, de ce type qui arrive au bout du rouleau, et tout ce truc, tout ce jeu comme ça autour de ce justement de ce personnage-là qui est un peu perdu et tout, que je trouve franchement genre super lourd, parce que en fait, en dehors de ça, il y a rien, et c'est ça qui m'énerve, c'est-à-dire que il y a vraiment des moments où t'es là genre ok super, t'as fait tes jolies images, il y a vraiment des trucs qui servent à rien, notamment une scène à la fin où en fait il se balade dans les rues de Rome et il est précédé par une espèce de chien robot, genre pourquoi en fait, juste ça le faisait marrer de filmer le chien robot. Enfin tu vois, il y a un truc vraiment. On peut parler aussi de la scène de l'arrivée du président portugais qui dure 15 minutes. Qui dure 15 minutes et qui est juste pour montrer genre être vieux, tu vois. Être vieux, regarde, avec un ralenti et de la pluie, je me dis non mais surtout que je ne crois pas à cette scène parce qu'évidemment il y a des gens qui vont l'aider enfin bref. Mais ceci dit, les vieux présidents c'est un vrai sujet quand tu vois les États-Unis. Oui, non, bien sûr. Mais alors en plus, lui, il est président de la République en Italie, ce qui est un rôle un rôle assez intéressant d'ailleurs, parce qu'il est plus ambigu en réalité qu'en Allemagne où il est un peu là pour inaugurer les chrysanthèmes, mais au moins en Italie il a un petit rôle politique, mais c'est un rôle de second plan, c'est pas lui le patron quoi. Et donc c'est intéressant, ça aurait dû être intéressant en fait de parler de ce personnage, de parler de son rôle, de parler de ce que c'est que d'être
une figure politique qui a un point symbolique mais qui globalement ne sert pas à grand chose, et de la fin de ça. Enfin, il y avait tout un jeu en fait à faire autour de ça. Il le fait pas du tout, il en a rien à foutre. Il pose des questions ouvertes comme ça de manière hyper lourdingue, et faire des scènes un peu bidons où on voit le pape se barrer en scooter alors qu'il a pas de caisse. Tout ça n'a aucun sens. Il y a vraiment des trucs genre juste full poseur parce qu'ils trouvent ça stylé de mettre en scène des trucs qui n'ont pas de sens, et franchement ça me fait passer complètement à côté du film, et au point en fait que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un bon film de Sorrentino que ça me fait poser la question de si j'ai en fait bien aimé ses films précédents ou si j'étais dans l'erreur. C'est-à-dire que La Grande Bellezza et Divo, je trouve que c'est des super films, j'avais adoré les voir à l'époque. Et je me demande maintenant en fait si je me suis pas juste planté, quoi, parce que le mec est un escroc, et c'est dire à quel point je trouve le film a fait un effet assez dur. Déçu par le film, Alban? Oui, non, en fait je suis d'accord avec tout ce que tu dis, parce que c'est aussi en partie ce que j'ai dit avant, mais en fait je trouve que malgré tous ces aspects poseurs, et c'est pour ça que je dis que j'aime bien le film malgré tout ça, c'est que malgré toutes ces boursouflures, parfois cette forme de trop plein qui fait à la fois dans la mise en scène, même dans les dialogues, etc. Je trouve que ce qui est fort avec Sorrentino, c'est qu'il y a toujours une scène où moi ça me chope vraiment, où je me dis que là je vois vraiment qui est Sorrentino et ce qu'il veut me dire. Et je trouve qu'il le fait mieux qu'un autre à chaque fois. Et c'est pour ça qu'en fait j'arrive presque à lui pardonner ces conneries pendant 2h10 et que je sauve un film pour 20 minutes, tu vois. Et c'est peut-être du nivellement par le bas, mais je dirais pas que c'est du nivellement par le bas, c'est ta sensibilité, j'ai envie de dire, et c'est très bien. D'autant que je te remercie, Laurent. La réalité, c'est que je juge ta sensibilité comme ça, et j'espère que voilà, j'espère que mon jugement est valeur sur... Non mais dans le sens où quand même Sorrentino est un très bon réalisateur. C'est-à-dire que c'est ça qui est presque d'autant plus frustrant, c'est que formellement c'est très beau, tu vois, genre, et que c'est toujours très joli. Alors c'est très maniéré, c'est un style, mais c'est trop maniéré d'ailleurs. Mais c'est très beau, tu vois, genre il y a vraiment un type qui sait ce qu'il fait, et que parfois t'es là à te dire mais putain, genre tout ça pour ça, quoi, tout ça pour mettre au service d'un truc aussi creux, je trouve ça gênant. Au milieu du film en fait, enfin juste pour finir ça, la musique est super. T'as une scène magnifique où la fille de Tony Servillo est émue parce qu'elle a rencontré une des femmes qui doit être graciée par le président, et en fait on voit la scène à travers l'œil de Tony Servillo qui regarde sa fille émue au téléphone avec son frère, et juste après on sent que ce personnage-là est vraiment habité par une émotion parce qu'il s'agit de sa fille, il s'agit d'un sujet qui pour lui est brûlant actuellement dans son mandat, et ça s'enchaîne avec un des seuls plans qu'on voit de Rome à l'inverse de La Grande Bellezza où on voit que Rome, là on le voit très peu parce que c'est beaucoup à l'intérieur, et je trouve que ce plan là en fait qui dure je sais pas moi 2 minutes me fait dire que j'aime le film parce qu'en fait j'avais pas vu ça au cinéma depuis longtemps, tu vois. Et bah écoutez, c'est intéressant parce que Alban a retrouvé Paolo Sorrentino. Laurent se demande si c'est pas... J'ai peur si je l'ai pas jamais trouvé en fait. Bah justement, si tu te demandes si tu l'as pas jamais trouvé, ou en tout cas si c'est vraiment le film qui concrétise votre divorce. La Main de Dieu c'était pas mal. Enfin, je l'ai pas vu celui-là. Bah écoutez, allez voir en tout cas La Gradia pour vous faire un avis si vous suivez les conseils d'Alban. Et le dernier film au programme, c'est Le Gâteau du Président de Hassan Hadi. Ah, je t'ai vu, t'as cligné. On recommence, on y va. Non, vie à notre chef Saddam Hussein. On va faire le tirage au sort. L'élève qui aura le grand honneur d'apporter un beau gâteau d'anniversaire. Dans l'Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l'anniversaire du président. Sa quête d'ingrédients accompagnée de son ami Saïd bouleverse son quotidien. Laurent. Oui. Ça t'a plus convaincu que La Gradia ? Globalement, oui, je trouve que c'est un film qui est assez... C'est une coproduction d'ailleurs irakienne, États-Unis et Qatar. C'est un film qui est très bien produit d'ailleurs, ce qui me surprend un peu pour un premier film, et un film qui se passe en Irak, un film irakien. Mais je trouve que c'est un film qui est assez bizarre parce qu'il a quand même pas mal de qualités. Pour un premier film, je trouve que la réalisation est assez impressionnante. Il y a vraiment beaucoup de très belles images, et comme il a beaucoup de budget, il y a vraiment des moments qui fonctionnent bien et tout, qui sont vraiment assez cool. C'est mis au service d'un truc que je trouve assez intéressant dans l'idée, c'est-à-dire cette espèce d'errance de ces deux enfants qui vont se balader dans cette espèce de ville, alors qui vivent dans un environnement quand même extrêmement rude, hyper pauvre, pendant qu'il y a la guerre fait rage, où il y a des jets qui se baladent, il y a du bruit, il y a des trucs. C'est je pense une porte d'entrée très maligne et une très bonne idée. Je trouve que derrière, ce qu'il en fait est pas très maîtrisé, et c'est vraiment dommage
pour 2 points essentiels. Le premier, c'est que la menace qui existe contre ces enfants dont on parle dans le film est jamais très concrète. Et donc ce qui fait que le film a du mal à avancer parce qu'on n'a jamais envie. Valentin n'a pas l'air d'accord. On n'a jamais besoin de ressentir on ressent jamais avec eux la nécessité absolue de faire ce gâteau. Parce que la menace de pas faire ce gâteau est jamais mis en scène. Et qu'en fait, à cause de ça, on n'est jamais vraiment très pris sur ils ont un gâteau à faire, mais au pire s'ils le font pas, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et ça c'est pas super maîtrisé au début, et je trouve que c'est dommage. Et il y a un autre truc qui moi me gêne un peu dans le film dans l'ensemble, c'est que c'est extrêmement tragique, c'est-à-dire que c'est vraiment genre hyper vénère. Il leur arrive que des saloperies, les gens sont odieux avec eux. Enfin, c'est vraiment un film qui est très noir et qui se rattrape un petit peu sur la fin, mais tu sens que tu vois qu'il y a un peu de verglas et qu'il fait un peu ce qu'il peut. Mais c'est un film vraiment super vénère et super lourd, et je pense qu'on n'avait pas besoin de ça pour réussir le projet en fait qu'avait le film, à mon avis à la base, c'était de faire un instantané de la société irakienne à ce moment-là et du monde dans lequel ces gens évoluent, qui est souvent assez bien retranscrit de manière absolument glaçante, notamment au début dans l'école et tout. Il y a vraiment des moments genre super forts, mais d'autres où on est un peu là à dire genre franchement là ça suffit quoi. Enfin on en rajoute un peu et c'est un peu gratos. Et alors qu'il aurait fallu, je pense, un petit peu d'ironie dramatique pour arriver à quelque chose de plus digeste et de plus réussi. Dans l'ensemble, quand même, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais voilà, faut voir que on va voir quand même un film extrêmement vénère et pas fun pour un sou, ce qui est, je trouve, un peu dommage. Et alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le film est co-scénarisé par Eric Ross, qui est donc le scénariste de. Bah oui, ouais. Tout à fait. Le scénariste de Dune récemment, mais de Forrest Gump, de Munich, de Ali, de beaucoup de films. Bah, il est co-scénariste du film avec le réalisateur Hassan Hadi. Ouais, c'est pas surprenant. D'ailleurs, le film a eu un très bon accueil à Cannes. Il a eu la caméra d'or. Il a eu la caméra d'or. En même temps, le prix qui récompense les premiers films. Pour un premier film, c'est, je trouve, plutôt assez remarquable. Ouais, non, bien sûr. Mais en fait, moi, je suis d'accord avec toi sur certains trucs, pas sur tout, mais sur le fait que le film est un peu rattrapé, je pense, par un cahier des charges qui m'embête un peu et qui finalement le ramène dans un truc très confortable qu'on connaît, un carcan un peu auquel il aurait pu échapper. C'est-à-dire que le premier plan du film, c'est objectivement potentiellement un des plus beaux plans que je vais voir cette année, j'en suis déjà certain. C'est-à-dire que ça s'ouvre sur c'est une vraie idée de cinéma brillante. De village côtier ou au bord de fleuve où il y a des gamins et des familles dans des espèces de qui vivent dans des cahutes en roseau, enfin dans des cahutes, voilà, exactement. Et au moment où en fait voilà une espèce de lumière un peu couchante, etc., ou levant plutôt le matin, t'as deux F-35 américains qui survolent quoi. Et en 91 fait, ça devait être des F-16 ou 18, mais oui. N'importe quoi, t'as compris. Non mais il a raison, c'est important d'être précis. Bref, du coup ce plan-là il est génial parce que tu comprends très bien la très grande pauvreté du pays dans lequel t'es, le côté insupportable de l'attaque américaine qui est en train d'être menée. Et là où je suis pas certain que ce soit des avions américains, ça pourrait être des avions irakiens aussi. Ouais, bon. Voilà, non mais l'un dans l'autre, en fait, ça se discute. Non mais il y a un climat l'un dans l'autre. Quand tu connais le contexte, tu sais très bien qu'en fait, de fait, c'est une guerre menée par les États-Unis. Donc, et pendant le film, c'est assez clair. Bon, il y a pas trop de guerre là-dessus. Là où je trouve que du coup, le film essaie de te faire rentrer par la petite porte dans la grande histoire. Et la petite porte, c'est, on prend une anecdote. Tiens, c'est marrant, sous Saddam Hussein, ils étaient forcés de faire des gâteaux. Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe dans les endroits où les gamins, ils ont pas accès à des œufs, ils ont pas accès à du lait, pas accès à de la farine, et donc du coup, ils sont obligés de littéralement se battre pour essayer ou se sacrifier, de vendre des trucs pour pouvoir fabriquer ce putain de gâteau. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'on sait pas ce qui va leur arriver. On comprend assez vite qu'ils vont se faire frapper. Par ailleurs, oui, mais en fait, on te le dit, on te le montre pas. Oui, bah après, je suis pas forcément parti de torture pente. Non, mais je trouve que la menace est jamais concrète. Ouais, voilà. En plus, c'est des gamins. Et surtout qu'en plus, les premières scènes sont très réussies parce que t'es dans l'école, tu comprends l'espèce de dynamique de fascisation énorme qu'il y a avec ces gosses qui répètent des trucs absurdes concernant Saddam Hussein. On va se sacrifier pour toi. Enfin bref, des trucs vraiment hardcore. Donc tu comprends très bien le contexte politique et donc du coup tu te dis bah regardez cette histoire qui est un peu absurde, on va en faire un truc un peu tragicomique pour vous raconter. Et en fait je trouve qu'à la fin il insiste moins sur le côté comique des choses parce que moi j'aurais bien aimé suivre les pérégrinations d'un gamin et être vraiment dans les yeux d'un enfant jusqu'au bout. Or en fait je trouve que le film se détache petit à petit de ces personnages d'enfants pour te raconter qu'en fait l'Irak de les années 90 c'était vraiment dur, que c'était une dictature horrible et du coup, c'est un peu ambigu parce que, on est content que Saddam Hussein soit tombé, mais en même temps, est-ce qu'on est content de ce qui s'est passé après? Mais il y a une espèce de truc très ambigu parce que la dernière scène, littéralement, je spoil, on s'en fout, je pense que c'est pas l'enjeu. Bah, avancez de 30 secondes si vous voulez pas être spoilé. Voilà. 30 secondes, je vous laisse 2 secondes de blanc. Elle spoil rien du tout, mais bon.
en gros, les gamins se font bombarder. C'est-à-dire qu'on reste dans une école et les gamins se font bombarder. La dernière scène, c'est pas la vraie dernière des scène. bombes américaines. Donc t'es en mode, en fait, qu'est-ce que tu veux me raconter, si ce n'est de me dire, c'était vraiment dur la dictature. Je comprends pas en fait la volonté d'aller vers ça. Je trouve que le film est rattrapé par un cahier des charges très pro-occidental, très très chelou, alors qu'en fait, il aurait pu rester à hauteur de gosse et ne pas me faire ce portrait aussi désastreux, parce que tu l'as dit, ça m'a beaucoup gêné. En fait, ça aurait dû être un peu mesuré. C'est-à-dire, il aurait dû y avoir typiquement, ils cherchent des trucs qui sont quand même des produits de première nécessité. Ils auraient pu tomber sur des personnes qui allaient les aider. Ils auraient pu avoir un peu des choses qui il y en a un vite fait. Mais en fait, quand il y a un mec qui les aide, en fait, on se rend compte 30 secondes plus tard qu'il l'a fait parce que c'est un prédateur sexuel et qu'il veut abuser la gamine. Voilà, donc, c'est un ce peu genre de truc, dans un truc de quel pays. Mais la bande-annonce montre tellement pas ce genre de film. Effectivement, ça c'est intéressant de le dire, c'est qu'il faut mettre un warning parce que la bande-annonce, la bande-annonce, ça a l'air d'être un film un peu hihaha, genre E.T. Goonies. Mais exactement, c'est étrange parce qu'il est dur, mais il est sur un ton qui est un peu qui reste léger. En même temps, quand tu constates ce que ça raconte, je trouve que c'est un film qui du coup, en fait, perd de sa puissance petit à petit, parce que là, il aurait dû rester dans un truc très poétique, ça devient un espèce de truc à charge que je comprends pas bien en fait, et je trouve qu'à la fin ça fait vraiment production occidentale avec regard occidental sur un pays. Donc bizarrement, cinématographiquement, on n'a pas beaucoup de nouvelles, donc moi j'étais content de voir ce film, j'étais un peu curieux. Je trouve que le film a un point de vue d'ailleurs justement sur l'intervention américaine qui est assez peu clair, parce que en fait il te montre que l'intervention américaine pose beaucoup de problèmes aux gens sur place. Il essaye jamais de au moins ne serait-ce qu'en filigrane, de t'expliquer pourquoi il y a eu une intervention américaine quand même. C'est-à-dire que certes, Saddam Hussein n'est pas du tout montré comme un mec bien sous tout rapport et gentil, mais la réalité c'est que l'intervention américaine elle intervient parce que totalement légitime et normal, et l'Irak a envahi le Koweït, tu vois, qui est un allié des États-unis. Donc il y a une discussion, tu vois, là-dessus. Géopolitique. Non, c'est pas alors de mon point de vue, c'était une blague, ce que j'ai dit. Non, mais parce que demain on va avoir un commentaire encore. Mais le fait est que c'est aussi la réponse à une agression. Enfin, tu vois, bon bref, il y a que voilà. Et non, pour moi, la dernière scène, et qui est assez cool, c'est que c'est Saddam Hussein qui découpe son gâteau. Enfin bon, bref, il y a tout un truc. C'est une image d'archive de Saddam Hussein qui découpe son gâteau. Mais tu vois, typiquement, l'utilisation de cette image d'archive, elle est intéressante parce qu'en fait, elle raconte ce que le film aurait pu rester c'est-à-dire cette anecdote-là. Ils auraient dû rester à cette anecdote-là de ce qu'elle raconte de ce régime à ce moment-là, sans avoir à se lancer dans un truc hyper tragique et à charge, en fait. Je pense qu'il n'y avait pas besoin d'être aussi lourdingue. Et ce truc un peu lourdingue, moi, c'est un film qui me fait penser à un petit... Alors attention, accrochez-vous, ça m'a un peu fait penser à La Voix de Indra Jab. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui a un cahier des charges et qui sait d'avance ce qu'il va te raconter et qui utilise des moyens cinématographiques pour te raconter un truc qu'il avait acté d'avance comme étant la vérité qu'il voulait te colporter. Et du coup, je trouve que c'est un peu malhonnête parce que autant le film, je le trouve très réussi. Honnêtement, cinématographiquement, en plus, il est impeccable. C'est-à-dire que tu l'as dit, il y a du budget. Visuellement, c'est souvent très, très, très beau. C'est bien écrit. Les gamins sont géniaux. Il a pas volé sa caméra d'or. Oui. Non, il a vraiment pas volé sa caméra d'or. Et les acteurs sont géniaux, tous. Mais je trouve qu'il y a un truc très gênant dans la démarche. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on le recommande? Je pense que c'est un film intéressant à voir si tu sais ce que tu vas voir, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a, mais ne vous fiez pas la bande-annonce, c'est la deuxième fois qu'on le dit cette semaine. C'est quand même hyper dramatique et hyper vénère. Et toi, Valentin? Oui. Et que si tu sais que tu vas voir ça, ça peut t'intéresser, mais encore une fois, voilà, il y a un truc un petit peu trompeur dans le contexte, je trouve, malheureusement. Et bah très bien, on enchaîne tout de suite avec la reco de la perche cette semaine. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Et c'est toi qui nous fais une recommandation, Laurent, cette semaine. On avait parlé de la saison 1 de la série Fallout l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Ouais, je vais plutôt recommander la saison 1. Ouais, donc je vais recommander un peu la saison 2. J'ai pas encore regardé. Tout simplement, voilà, Fallout adapté de la série de jeux vidéo dont je suis très fan, donc c'est pour ça que j'en parle. C'est une espèce d'univers post-apocalyptique d'atomic punk, où en gros, qui est le monde en fait qui a connu l'apocalypse. C'est une espèce d'années 50, mais avec l'énergie nucléaire à fond, et des espèces de guerre de ressources pour l'énergie, avec un côté assez second degré, assez cynique, assez caustique et assez amusant. On retrouve ça dans l'ensemble dans la saison 2, avec, je trouve, une recherche peut-être encore plus forte finalement que dans la première saison, et c'est ça que je trouve assez cool, de description de l'univers de Fallout, qui est je trouve le truc le plus intéressant de la série même de jeux vidéo, tout cet univers de Fallout qui est cet univers post-apocalyptique qui est complexe, qui est assez sombre mais en même temps assez drôle, etc. Et donc la série va vraiment essayer d'explorer ça d'une manière assez chorale, avec différents éléments, les différentes factions, les différents trucs. Et je trouve que c'est plutôt très divertissant et très réussi. Donc voilà, si vous aimez ce genre de série un peu post-apocalyptique, un peu de science-fiction et de machin,
vous pouvez y aller. Si vous avez bien aimé les jeux vidéo, alors si vous êtes des fans méga nerds, peut-être pas, parce que comme tous les fans méga nerds, vous en trouverez des choses à redire. Moi, globalement, je suis pas tout à fait assez nerd pour trouver ça compliqué, donc je trouve qu'au contraire c'est plutôt une bonne adaptation. Et on peut la regarder sur Canal en France. Et on peut la regarder. Ah non, je dis une bêtise. C'est Amazon. Ah, c'est Amazon, pardon. Oui, c'est Amazon. Prime Vidéo, tout à fait. Donc, C'est une grosse c'est bêtise. Prime. Évidemment, il y a beaucoup de budget avec Walton Goggins, donc on aime bien. C'est très sympathique. Voilà. Et ben merci beaucoup et on termine par la carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et cette semaine, c'est toi, Valentin, qui nous fait la carte blanche. Tu nous parles du collectif argentin El Pampero. Oui, je voulais vous parler d'une bande d'artistes argentins qui se qualifient eux-mêmes comme les potes d'Astérix, un village gaulois contre l'envahisseur romain de l'industrie du cinéma. Tu l'as dit, c'est El Pampero Ciné, le nom complet. Le Pampero, c'est un vent froid qui fond régulièrement sur la Pampa argentine. C'est un collectif aussi lancé de façon parfaitement obscure au début des années 2000 à Buenos Aires. Alors, ils sont 3 au départ. Mariano Linas, professeur réalisateur. Agustin Mendila Arzu, documentariste, et Alero Mogiansky, monteur. Les rejoignent ensuite Laura Citarella, élève de Linas et surtout productrice de formation. Le contexte de l'époque est assez explosif. L'Argentine est engluée dans le péronisme et son économie s'effondre quand, le 5 décembre 2001, le Fonds monétaire international lui refuse un prêt. Le pays fait défaut sur son immense dette, des émeutes monstres éclatent, la pauvreté répand sa gangrène. C'est dans ce sillage de poudre que El Pampero débarque sur les fondements d'un frémissement de ce qu'on appellera par la suite le nouveau cinéma argentin, lequel tente depuis le milieu des années 90 de s'émanciper des carcans industriels, d'imaginer des formes plus libres. Le collectif ne reste longtemps, et de l'aveu de Mariano Linas lui-même, qu'un endroit où l'on parle de cinéma sans en faire. Puis vient en 2008 son film Histoire extraordinaire, un objet étrange de plus de 4 heures où un narrateur raconte ce qu'il se passe à l'écran, ce que les personnages pensent en direct. Rythme hypnotique, humour, écriture relâchée, pseudo-enquête, beaucoup des ingrédients sont déjà là. Sur le plan économique, El Pampero va aussi affiner sa méthode, des tournages au long cours, sans moyens techniques, où les acteurs n'ont pas d'assistant pour aller chercher leur clope, où l'on invente à chaque film des techniques toujours plus minimalistes pour filmer en mouvement. L'Argentine produit aujourd'hui 200 films par an, l'argent existe donc, mais El Pampero n'a pas bougé d'un iota depuis 20 ans, système coopératif où les salaires sont minimaux, les solidarités à l'inverse très grandes. Pas étonnant donc de retrouver tout le temps les mêmes trognes de film en film, chacun joue dans le film de l'autre, avec à la clé toujours aucun soutien ni privé ni public. Ces dernières années, de plus en plus de productions arrivent jusqu'à nous. J'ai découvert par exemple le collectif avec La Flore de Mariano Linas. Une œuvre majuscule de plus de 14 heures, découpée pour des logiques de distribution évidemment en 4 parties, sortie en 2019. Plus récemment, on a aussi eu droit au merveilleux Trenque Lauquen de Laura Citarella, découpé en 2 parties lui, puis à Los Delincuentes de Rodrigo Moreno en 2024, un faux film de braquage où 2 employés de banque, Roman et Moran, vont se partager un butin qui va surtout devenir le prétexte pour que le second s'interroge sur le sens de son existence, dans une deuxième partie très drôle et très contemplative. Dans Trenque Lauquen, c'est d'une enquête pour disparition dont il est question, celle de Laura, incarnée par Laura Paredes, une figure récurrente du groupe. On adopte d'abord le point de vue de ceux qui la cherchent, puis le sien. Flotte une atmosphère étrange, disloquée, mélancolique, étonnamment légère. C'est surtout une question d'écriture, car le film épaissit constamment son univers en se ramifiant, en opérant des bifurcations qui laissent avec plus de questions que d'affirmations. Ajoutez à cela un rythme très maîtrisé dans sa langueur et vous obtiendrez un cinéma sous influence des nouvelles vagues françaises et italiennes bien sûr, mais je dois le dire, en moins prétentieux peut-être, sous influence aussi évidemment de la littérature. El Pampero se réclame d'Edgar Allan Poe et de ses mystères, mais surtout du père fondateur argentin, José Luis Borges. Il et elle lui empruntent ses labyrinthes, son refus de la narration ordonnée pour un rendu contestataire, anarchique, aux percées lyriques parfois involontaires. Et au-delà des films que j'ai cités, je vous conseillerais aussi Ostende, du nom de la ville belge, réalisé aussi par Laura Citarella. Beaucoup des films du Pampero, dont celui-là, sont disponibles gratuitement évidemment sur YouTube. Eh ben merci beaucoup Valentin, on vous encourage à les découvrir sur YouTube. C'est la fin de l'émission cette semaine. Écoutez, écrivez-nous. On vous répond comme d'habitude dans le courrier des perchés et n'oubliez pas, parce que sinon Yuri va me dire que je l'ai pas fait, de vous abonner et de liker, c'est toujours important. À la semaine prochaine.